Antifragile de Nassim Taleb, auteur et statisticien libanais. Donc il est de retour dans le Nectar. Et je vous dis tout de suite, il n'est pas content. Est-ce qu'il a été une seule fois content? Alors, pas c'est vrai qu'il est rarement content. Il est rarement content, mais là, il n'est pas content. Donc, Antifragile, c'est un de ses livres les plus connus avec Black Swan. Voilà, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, petit drapeau libanais. Aïe, aïe, aïe. Georges, tu peux nous faire une intro en libanais, genre bienvenue, un truc comme ça? Non? Non, il veut pas. مرحبا. Ah, voilà, c'est bon. Voilà. مرحبا. اليوم راح نحكي عن نسيم طالب وكتابه اسمه أنتيفراجيل. Voilà. C'est stylé. Voilà. J'ai dit genre on va parler du bouquin de Nassim Taleb. Non, mais Antifragile. moi je parle, j'ai compris. Antifragile. Donc Antifragile qui est un des 5 livres qui constituent l'Incerto. Voilà, c'est une série de livres de Nassim Taleb qui explore les concepts d'incertitude, de hasard dans la vie en général, mais aussi dans les marchés financiers. Donc dans cet Incerto, on trouve Black Swan, qu'on a déjà fait, Fooled by Randomness, qu'on n'a pas fait, Antifragile, qu'on va faire, Skin in the Game, qu'on a fait, et le lit de Procuste, qu'on va probablement pas faire, puisque c'est un recueil d'aphorismes. Je vous laisserai chercher ce que c'est un aphorisme. Je pense que c'est une pensée, c'est Pierre qui roule n'amasse pas mousse, c'est une phrase. Okay. Voilà. Donc mais ok, j'ai bien envie de l'acheter et de voir s'il y a moyen de faire un truc marrant. Mais je vous garantis rien. Voilà. Est-ce que vous savez des trucs sur l'antifragilité? Est-ce que Nassim Taleb a réussi à le rendre connu en une phrase, hein, on va pas faire le livre maintenant, mais tu découvres le concept, toi, Ouais, moi je vois pas trop ce qu'il y a derrière. Enfin, je pourrais émettre des hypothèses, mais à mon avis, c'est pas très intéressant. Et Georges, en tant que Libanais, tu connais? En tant que grand fan de l'œuvre de Nassim, non, j'avoue, je connais pas. J'avoue. Ah ouais? Je sais pas. Ah ouais? Non, je connaissais l'existence du bouquin, mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah, trop marrant. Ok. Après, je suppute que c'est dans la continuité de Black Swan et que c'est du coup comment se prémunir des événements statistiques un peu aléatoires et à fort impact, mais c'est peut-être. Ouais. Bah en gros c'est ça, ouais. Dac. Ouais, c'est marrant. Je pensais que ça serait giga connu au Liban, genre oui, tu es antifragile, machin. Je pensais que ça serait popularisé. Dac. Et ben parfait. Et donc moi je tiens à dire un truc avant l'épisode, c'est que en gros il y a 7. Alors ça s'appelle des livres, mais il y a 7 parties dans le livre, quoi, dans Antifragile. Et Nassim nous dit quelqu'un dont le travail est de faire des résumés de livres, donc c'est moi, devra en faire 4 ou 5. Voilà. Donc on va voir Nassim. On va voir. T'en as choisi 4 ou 5? Non, il dit que je vais devoir faire 4 ou 5 résumés. Ah, okay. Voilà. Moi, j'y crois pas trop, mais on va voir. Donc, tu vas t'exposer à une tweet storm de Nassim. Oui, mais oui. Genre, non, mais pendant tout l'épisode, je vais marcher sur des œufs pour pas me faire défoncer. J'avoue. Donc, ouais, en guise de petit prologue, c'est ce que tu disais, Georges, le bouquin, il se présente comme un livre qui va donner une solution au problème des Black Swan. Donc, on pourrait même dire que c'est une sorte de suite, hein, c'est Black Swan 2. Et en fait, tu nous rappelles peut-être ce que c'est qu'un Black Swan, Georges, peut-être tu te rappelles de 2-3 trucs de quand on l'a fait? Ouais, alors de ce que je me rappelle, donc en gros, c'est un Black Swan, c'est un événement à faible probabilité, mais à très fort impact. Typiquement, par exemple, qu'une météorite tombe sur Terre, c'est à faible probabilité, fort impact. Et en fait, le postulat du bouquin Black Swan, c'était de dire que ces événements-là ne sont pas... on a beaucoup de mal à en tenir compte dans notre couverture des risques et dans nos prises de décision. Et de ce que je me rappelle dans son bouquin Le Cygne Noir, son postulat, c'était qu'il fallait plus les prendre en compte de différentes manières, quoi. Non, c'était pas ça? Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement. Parce que tu vois, typiquement dans tout ce qui est assurance, si on prend l'exemple un peu le plus basique qui vient en tête, toutes les assurances en général ne couvrent pas justement contre ce type d'événement parce qu'il est très peu probable, etc. Et elles savent pas le modéliser dans leur modèle actuariaux. Tu vois. On parlait la dernière fois des assurances pour les mines qui disent juste ouais, on paye pas.
Mais oui, en effet, c'est pas mal décrit. Et en fait, c'est assez rigolo parce que faut insister sur le côté imprévisible du Black Swan parce que souvent les gens pensent à tort que ce qu'il faut retenir du livre The Black Swan, c'est qu'en fait, il faut essayer de prévoir les événements rares et imprévisibles. Et donc ça, si tu fais ça, tu te fais défoncer. Si tu dis ça, tu te fais défoncer par Nassim Taleb. Parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'il faut devenir... Ouais, on peut peut-être rappeler qu'on adore Nassim Taleb parce qu'il est hyper virulent, tu vois. Ouais, genre, juste on aime beaucoup parce que tu sais, en général, genre, les intellectuels, ils se veulent un peu modérés, un peu dans la discussion. Ils essayent d'être intellectuellement honnêtes, etc. Enfin, être dans l'écoute des opinions divergentes. Et Nassim Taleb, juste, genre, il te défonce. Genre, il est insultant, il est virulent. Et du coup, on aime bien parce que ça détonne un peu dans le paysage. Voilà, c'est ça. Et donc, donc si tu dis que le Black Swan, il faut essayer de le prévoir et de l'anticiper, de le prévoir et de trouver une solution au Black Swan, du coup, en effet, il va te défoncer. Parce qu'en fait, comment dire, c'est ce qui veut vous faire comprendre, c'est que le but, c'est de devenir robuste au Black Swan. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tu te dis que si j'ai un événement inattendu qui arrive, je vais pas mourir. Mais tu peux pas prévoir l'événement inattendu. C'est-à-dire il faut que tu sois... voilà. Et ça va être un peu le thème du livre de comment on peut se rendre justement antifragile. Du coup, comment on peut se rendre... comment on veut se rendre dans un état où on aime l'imprévisible, on aime les Black Swan parce que ça va nous rendre plus forts. Voilà. Et je fais un petit tacle comme ça, un peu sur le côté là, parce que la première vidéo en français sur YouTube sur Antifragile, où c'est un mec qui dit oui, 5 choses à retenir, bah il fait cette erreur. Voilà. Petit tacle. Comme ça, sur le code. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Tout le monde va aller checker. Tout le monde va aller checker, va insulter dans les commentaires. Oui, non. Voilà. Donc ça, c'est souvent mal compris. Souvent, après une crise économique, les gens qui sont impliqués disent « Ah, qui aurait pu prévoir ?» Mais en fait, on t'accuse pas de ne pas avoir prévu, on t'accuse de ne pas être robuste aux événements imprévus. Hein. On t'accuse d'avoir créé un système où il est possible qu'un événement imprévu fasse tout s'effondrer. Voilà, je sais pas si ça, c'est clair déjà. Petite distinction à laquelle il faudra faire attention. Quoi. Ouais, c'est clair. Oui, enfin, en gros, effectivement, quand on dit tu peux pas prévoir l'événement, c'est-à-dire que tu peux ni prévoir à quel moment il va avoir lieu, ni prévoir quelle va être la nature de l'événement, ni prévoir son amplitude. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, tu vois, si pour être plus précis, genre, voilà, on peut pas savoir si ça va être une météorite ou si ça va être je ne sais quoi, et on peut pas savoir qu'à quel moment ça va arriver, ni combien ça va être hardcore. Ouais. Voilà. Mais après, moi, peut-être on peut avancer dans le bouquin, tu vois, mais il explique pourquoi il faut nécessairement être robuste à l'égard de parce que tu vois, tu pourrais par exemple même challenger cette hypothèse de départ, tu vois, de dire que se prémunir contre ces événements improbables, ça coûte de l'argent, ça te coûte des ressources, et du coup ça peut te pénaliser. Enfin, tu vois, genre pour moi, c'est pas une évidence totale que c'est pertinent de se prémunir contre ce type d'événement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, on va en parler. Mais il le disait un peu, non ? Parce qu'il me semble que dans Black Swan, on en avait un peu parlé de ça. Il disait pas que il faut le faire parce que même si ça te coûte de l'argent et que ça t'oblige à investir et tout, et ben en fait, quand tu te fais niquer, quoi, quand il se passe le truc, de toute façon, si tu t'es pas préparé et tout, ça a des conséquences beaucoup plus graves et même économiquement. Et du coup, en fait, lui, il dit le calcul est très mauvais et il me semble qu'il faisait même des calculs, quoi. Montrer que même financièrement, pas que en termes de coûts humains et tout, en fait, c'était débile selon ses propres mots. Non, mais c'est exactement ça. Et vu qu'on va en parler, je vais pas donner une réponse hyper complète maintenant, mais en gros, schématiquement, le truc, c'est que si tu gagnes 10 € chaque année et que tu es trop content, mais qu'il y a quand même un petit risque, et qu'au bout de 20 ans, tu perds 10 000 €, au final, c'est pas bien ce que tu as fait, en fait. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça son truc. Donc par rapport à ta question, Georges, on va le voir en détail, mais c'est ça, en gros, ce qu'il veut dire. C'est que, je comprends. Voilà, je comprends. Mais après, effectivement, je pense qu'il faut un peu rentrer dans des calculs parce que faut voir si... justement, tu vois, ça me paraît...
En fait, après, je pense qu'il y a des calculs de proba, tu vois, sur lesquels moi je suis extrêmement novice. Mais tu vois, genre, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, ça dépend de l'amplitude du signe noir, tu vois. Ouais. Et des dommages qu'il fait, tu vois. Ouais. Mais du coup, vu que par essence, on ne connaît pas l'amplitude, comment sait-on qu'il est pertinent de se prémunir? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, j'ai pas les maths pour répondre. Ouais. Malheureusement. Donc ouais, on peut commencer par le livre 1, du coup, qui est en gros, je fais une petite introduction au concept de l'antifragilité. C'est très simple. Donc je peux vous poser une première question, c'est quel est l'opposé du mot positif? Négatif. Voilà, donc l'opposé de positif n'est pas neutre. Hein. D'accord. Et donc quel est l'opposé de fragile? Du coup, c'est pas robuste, c'est antifragile. Voilà, tout simplement. Okay. Je crois que j'entends le... Je sais pas si tu peux être moins fort. Ouais. Désolé, un petit problème technique. Donc... Ouais. Robuste. Ouais, donc non, mais en gros, robuste, voilà. C'est l'équivalent de neutre pour positif, quoi, selon lui. Voilà, donc en gros, voilà, si je le fais schématiquement, une tasse en porcelaine, c'est fragile. Une tasse en acier, c'est robuste. Et antifragile, ça va être un objet qui va tirer plus de bénéfices d'un choc ou d'un événement aléatoire que de préjudice. Voilà. Donc typiquement, l'hydre dans la mythologie grecque, donc dans les 12 travaux d'Hercule, elle est antifragile parce que quand tu lui coupes une tête, t'en as 2 qui repoussent. 2 ou plus, je me souviens plus. Voilà. Et donc il appelle ça la triade, fragile, robuste, antifragile. Et donc tu peux classer les objets dans ces trois catégories. Donc, est-ce que déjà, parce qu'en fait, vous m'avez dit en intro que vous découvriez le concept d'antifragile, donc déjà là ça va, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ouais, ok. Yes. Donc, ah oui, on va voir qu'il y a 2 triades aussi. Vous n'êtes pas prêts. ça c'est plus tard. Donc il va commencer par faire une remarque hyper intéressante et je trouve que ça témoigne, il faut le dire parce que ça témoigne du fait que Nassim Taleb il est quand même bon pour trouver des concepts importants auxquels personne n'a jamais pensé. C'est qu'en fait le concept de antifragile, donc le mot, n'existe dans aucun langage. Okay. Ou alors il y a peut-être un sombre langage dans le Pacifique qui est parlé par 50 personnes, enfin, en tout cas il n'a pas trouvé. Et ça c'est quand même, peut-être on peut se poser 2 secondes là-dessus, mais c'est quand même marrant de se dire que en fait il a vraiment mis un mot sur un truc qui n'existait pas. Et je sais pas, est-ce que vous arrivez à sentir qu'est-ce que ça implique, le fait que ce mot n'existait pas dans le langage, du coup, pour la vie de tous les jours. On n'est pas capable de le conceptualiser? Si, quand même, on y arrive. Il dit ça fait qu'on est culturellement méconnaisseurs de l'antifragilité. Ouais. Oui, c'est ça. C'est peu intuitif et ok, ça demande de se concentrer. C'est ça. C'est vrai qu'on connaît la résilience, tu vois, donc la capacité à absorber des chocs et à rester et à perdurer, tu vois. Ouais, le deuxième. Mais on connaît pas exactement, mais on connaît pas. C'est vrai que j'avais jamais entendu le concept de tu tires profit, tu vois, de. Ouais, t'en ressors plus fort, quoi. Ouais. Et il fait un parallèle dans le livre, ça c'est un peu un fun fact, c'est qu'il dit dans le grec ancien, pareil, le mot bleu n'existait pas. Et donc les gens étaient culturellement aveugles au bleu. Et ça expliquerait apparemment certains passages bizarres dans Homère quand il essaye de décrire la couleur de la mer. Et qui dit la mer de couleur chelou. C'est la traduction littérale. Littérale. Voilà. Donc je sais plus ce que c'est, couleur vin sombre. Voilà. Okay. Mais les traducteurs ils étaient perdus. C'est là, elle est bleue. C'est quoi le problème? Et en fait non, ça n'existait pas. C'est ouf. C'est marrant. Mais là, même, tu vois, avec le truc de l'hydre, tu sais, tu donnais l'exemple de l'hydre. En fait, de ça, on n'a pas sorti un mot qui permet de parler de cette antifragilité. Alors, quoi. Le truc, c'est qu'être culturellement, aveugle à un concept, ça veut pas dire que tu le connais pas. Ça veut peut-être dire juste que tu l'as pas remarqué ou que tu le connais peu. Ouais. Mais on sait tous que, tu sais, quand tu fais du sport, c'est une sorte d'agression de ton corps et qu'après ton corps il devient plus robuste. Donc faire du sport c'est une sorte d'antifragilité, c'est un système antifragile. Quand on fait du jeûne de temps en temps, il y en a un que j'aimais bien, attention, nouveau concept, c'est la mitridation.
Et donc la mithridation, c'est le roi Mithridate IV en Asie mineure qui s'est mis à ingérer des quantités de plus en plus grandes de substances toxiques dans le but de se rendre insensible aux substances toxiques et pour pas qu'on puisse l'empoisonner. Mais ça, c'est connu, ça. Moi, je connaissais pas. Enfin, je connaissais pas Mithridate, mais genre ça dans, je sais pas, de la littérature romaine et tout. Enfin, je sais pas, j'ai déjà entendu ça dans une pièce de théâtre. Je pense que j'ai vaguement entendu et j'ai jamais entendu ce gars. Borgia ou je sais pas quoi. Là, ouais, c'est possible. C'est possible comme maintenant que tu le dis, mais à peu près. Qui prennent un petit peu de poison tous les jours pour pas pouvoir être empoisonnés. Bah là, le truc avec ce gars, c'est qu'en fait, il est devenu tellement puissant qu'en fait, il n'arrivait pas à se suicider au moment venu. Donc c'est ça qui est. Non, mais en tout cas, je sais pas si c'est vrai, mais c'est genre dans une série ou un truc comme ça, c'était justement les goûteurs. Tu sais, ils avaient des goûteurs. Ils devenaient trop puissants. Les goûteurs, pour devenir goûteur, en fait, ton training, c'est de bouffer du poison. Ah oui. Je crois, non. Non, c'est con. Oui, c'est con. Ouais, non, c'est ça bizarre. marche pas. C'était pas des goûteurs. C'est bizarre. Mais c'était des gens qui tu deviens surpuissant et que ça ne te fait rien, ça perd un petit peu. Ça perd de son intérêt. Tu gardes des side effects, mais juste tu meurs pas. Tu meurs pas, oui, je pense que c'était ça. C'était purement pour me foutre de la gueule de Clay. Tu le reconnais, mais t'en meurs pas, quoi. Écoute, tu perds pas. Sinon tu sinon ton goûteur, c'est relou s'il meurt toutes les 5 minutes. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez d'autres exemples d'antifragilité ou alors si vous étiez culturellement aveugle au concept. T'as l'expression, tu sais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, blablabla. Ouais, typiquement, ouais. En fait, je trouve pas qu'on est culture. Je suis pas d'accord. Enfin, c'est vrai que le terme n'existe pas. Mais en tout cas, dans la culture contemporaine, t'as un peu le truc de il faut surmonter des épreuves, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se mettre à l'épreuve. Et en fait, tout ça, c'est un peu une variante un peu soft de... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais en fait, il dit pas qu'on connaît pas, mais vu qu'on est culturellement aveugle, on a un peu du mal avec ça. Du genre, tu sais, il donne un exemple, il dit le médecin, il va te dire de faire du sport. Mais à la moindre petite infection, il va te donner des antibiotiques. Enfin, tu vois, on a du mal avec... voilà, c'est pas qu'on connaît pas, c'est qu'on galère un peu. Voilà. Donc là, dans ce chapitre qui sert à introduire l'antifragilité, ce qu'il fait, c'est qu'il présente des variations du concept juste, sous forme de remarques, donc c'est intéressant d'en voir certaines. Il y a une première remarque, c'est on peut remarquer que le phénomène de l'antifragilité, ça va se manifester souvent au niveau de la population au détriment des unités. Donc vu qu'on ne comprend rien à ma phrase, je vais faire un exemple. Donc les cellules fragiles de Mithridas vont mourir à cause du poison de Mithride 4. Et il va rester que les cellules robustes au poison. Et donc, Mithride est devenu plus fort en tant qu'ensemble de cellules, mais il y a quand même des cellules qui sont mortes. Pareil, une espèce est antifragile lorsque les animaux, de par les animaux qui la constituent, mais tu vas avoir des animaux qui ne vont pas avoir les bonnes mutations, qui vont mourir. Donc l'espèce est antifragile, mais chaque unité, elle est fragile. Du coup, on comprend. Et il finit avec l'aviation, avec tous les crashs d'avion. Donc, quand tu es dans l'avion qui s'est crashé, t'as le seum. Par contre, l'aviation, elle devient plus forte parce que ça devient de plus en plus sécuritaire. On comprend les différents bugs, les différents problèmes. Voilà. Et justement, Georges, il dit « Il ne faut pas dire « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Nietzsche aurait dû dire « Ce qui ne m'a pas tué ne m'a pas rendu plus fort, mais il a tué les autres dans la population qui était faible, et la population est donc en moyenne plus forte maintenant. » Ce qui est beaucoup moins classe. Ça pète moins, quand tu peux pas le mettre sur un t-shirt. Ça marche pas sur un... Derrière la bagnole, ça tient pas. Mais c'est marrant que tu aies sorti la phrase, du coup. Sacré Nassim. Donc on peut faire une autre remarque, et ça va rejoindre ce que tu disais tout à l'heure, c'est que justement on va trouver de l'antifragilité dans tout ce qui n'est pas optimisé. Pas optimisé. Ça vous paraît contre-intuitif, c'est-à-dire que... oui. Vas-y, ouais. Oui, non, mais tu vois ça, pour le coup, moi je peux le concevoir. En gros, par exemple, quelque chose qui peut te rendre antifragile, c'est qu'il y ait de la redondance dans ton système. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, donc, par exemple, les centrales nucléaires, elles ont plusieurs sources d'énergie, tu vois. Pour qu'au cas où il y en a une qui pète, le refroidissement, il peut quand même se faire et ils ont des moteurs, tu vois. Ou genre, en gros, je suis pas un expert, je suis pas ingénieur, genre, vous savez mieux que moi, mais tu vois, je pense que quand tu crées un système, les éléments clés de ton système sur lesquels tu es obligé d'avoir
un taux de défaillance nul ou très faible, du coup, tu les dupliques pour qu'au cas où il y a une couille, tu puisses assurer la continuité de service. Tu vois. Et ça. Donc, la redondance, par exemple, est un des éléments de la résilience d'un système, mais ça coûte cher. Et en plus, le truc redondant, 99% du temps, juste il est là, il sert à rien, il occupe de l'espace, il a coûté de l'argent, il faut le maintenir en conditions opérationnelles. Et en fait, juste 99% du temps, il casse les couilles. Mais le 1% du temps où il a été utile, ça compense. Tu vois. Donc il y a ça. Ou par exemple, c'est tous les trucs. Aujourd'hui, on est dans un monde. Là, on est en train, avec le Covid, on l'a vu, tu vois. On est dans un monde de flux tendus, de juste à temps, tu vois. Donc en gros, les entreprises et les magasins n'aiment pas avoir de stock. On aime produire à la demande. On commence la production après la commande, tu vois. Et on réduit les délais de livraison, etc., etc. Et donc tout ça, ça rend les flux de plus en plus tendus. Et du coup, tu réduis la robustesse de ton système. Mais du coup, c'est un système très optimisé, le flux tendu. Mais du coup, dès qu'il y a une couille dans ta chaîne de production, t'es foutu. Tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est exactement pour ça que optimiser n'est pas antifragile, parce que t'as pas de redondance. Donc, c'est exactement ça. Bien vu. Et la dernière remarque, c'est juste, je ne vais pas passer 3 heures dessus, mais je trouve ça rigolo, c'est qu'il dit que tout ce qui est mécanique est fragile, dans le sens où plus tu l'utilises, plus ça s'use. En gros, il va dire utilise-le et perds-le. Alors que tout ce qui est organique est antifragile. Le corps humain, si tu l'utilises pas, tu le perds. Enfin, si tu restes dans ton lit pendant un mois, si tu sais, les astronautes qui sont en gravité zéro et qui font pas de sport, en gros, ils atrophient complètement. Donc l'organique, justement, il a besoin de choc pour garder sa puissance. Donc voilà pour l'introduction. Voilà, je pense qu'on a compris ce que c'était. Et maintenant, on va rentrer dans plus de détails. Typiquement, dans le livre 2, quand est-ce que la modernité rejette l'antifragilité ? Donc un exemple qui va donner de modernité qui rejette l'antifragilité, c'est en général on n'aime pas la guerre. On dit est-ce que la guerre c'est pas bien, il y a des gens qui meurent, mais en fait personne se pose jamais la question est-ce que les guerres sauvent des vies ? C'est-à-dire que tu vois, est-ce que finalement si t'avais pas fait la guerre, est-ce qu'il y aurait pas eu beaucoup plus de morts ? L'exemple qui fait consensus avec tout le monde, c'est la guerre contre les nazis. Les nazis, on leur a mis ultra cher. Enfin, en gros, le bombardement de Dresde, 35 000 morts en 3 jours. Hiroshima, 80 000, 135 000 morts. Donc, en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que les gens ont du mal à comprendre, quand j'ai une perte, quels sont les gains cachés. C'est une sorte de rejet typique de l'antifragilité dans la société. Et ce qui est marrant, c'est que l'inverse, on le rejette pas. Et on le remarque. C'est-à-dire, quand SFR te demande d'engager 2 ans pour avoir un téléphone pas cher, là, tout le monde a bien vu où était la douille, machin. Donc c'est voilà, il dit un exemple moderne, c'est ça, c'est quand j'ai une perte, quels sont les gains cachés, on a du mal avec ça. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, non, c'est intéressant, mais enfin, je trouve le problème de ce raisonnement-là, c'est que les gains, ils sont souvent hypothétiques, quoi. Parce que en fait, je pense que peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on a du mal, c'est que la perte, elle est certaine et que le gain caché, il est hypothétique. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est comme l'évasion fiscale. Tu sais, enfin, je sais pas pourquoi je sors cet exemple, mais tu sais, où genre tu dis, non, mais tu vois, tu dis genre, je vais réduire les impôts, comme ça, je vais empêcher les départs. Tu vois. Ah oui, tu vois. D'accord. Ouais. Du coup, réduire les impôts, tu sais pertinemment combien ça va te coûter. Par contre, les départs que tu as empêchés, c'est galère, tu vois. Bon, peut-être c'est pas l'exemple le plus pertinent parce que ça peut quand même se calculer un peu. Tu regardes par rapport à la trend précédente. Mais tu vois ce que je veux dire, et du coup, oui. Non, mais en fait, ce raisonnement-là, il est un peu dangereux, tu vois. Bref. Mais tu peux trouver plein d'exemples. Enfin, moi j'en ai un autre en tête. Tu sais, c'est typiquement le fait d'arriver. Je viens de le trouver. Hein, le fait d'arriver, je sais pas, tôt à la gare ou tôt à l'aéroport. Tu sais, les gens vont avoir tendance à dire mais je perds. C'est une perte de temps, machin. Alors qu'un jour tu vas te taper un Black Swan et tu vas rater ton avion ou ton train. Donc en gros, les gens ont un peu plus de mal
de se dire que en fait, c'est pas vraiment du temps perdu, le temps que tu es à la gare et le temps que tu es à l'aéroport. Non, c'est un truc qui, cumulativement, va te permettre de pas rater tes trucs. J'ai dû penser, mais je pense qu'il y a plein d'exemples, en fait. Non, je suis d'accord. On a un peu du mais mal. Tu vois, et il y a des exemples, il y a des cas où c'est plus ou moins facile à calculer. Tu vois, par exemple, dans le cas de guerre, je trouve que c'est extrêmement dur, quoi. Tu dis, en gros, mon système de valeurs, mon système politique, je le considère supérieur au tien qui est nocif, et va calculer si ton système avait perduré, le nombre de dommages, les dommages que ça aurait causé au monde versus mon système. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord que c'est impossible. Et même, tu sais, là, aujourd'hui, on trouve ça évident que les Allemands, c'est nos potes, que les Japonais, c'est nos potes. Mais va prévoir ça en 45 quand t'es en train de les défoncer. Enfin, tu vois, c'est pas du tout évident. Hein. Donc, non, c'est très dur. Mais oui, mais c'est effectivement un bon exemple, la guerre et tout. Donc ça, c'est pas mal. Et un autre exemple de rejet, c'est la fausse confiance que les experts ont sur eux-mêmes dans le fait de comprendre des systèmes complexes. Alors, il parle d'interventionnisme, mais il y a un exemple qu'il donne qui est hyper drôle et qui est hyper vrai. Ça m'a vraiment fait rire. C'est, tu sais, quand tu donnes une copie, imagine tu as écrit un livre, tu donnes une copie de ton manuscrit à 15 relecteurs différents. Donc, imagine tu commences par un premier relecteur, il te fait des corrections. Donc, tu pourrais te dire, bah, c'est bon. Mais en fait, imagine tu l'envoies à un deuxième relecteur, il va refaire d'autres corrections. Un troisième, il va même corriger les corrections de l'autre, tu vois. Et donc ça dit, ouais, bah, en gros, on veut pas admettre que, en gros, on peut pas avoir confiance sur les experts dans les domaines complexes. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi? Non, je n'ai pas compris. L'exemple, ça vous parle pas? Et le fait qu'à chaque fois, il y ait des corrections possibles? Ouais, enfin, comment te dire, t'as aussi l'exemple, tu sais, de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter, je pense à ça aussi. Bah, tu sais, et on dit souvent qu'elle est allée voir 12 maisons d'édition avant de... Il y en a une qui accepte de la publier. Bah, c'est trop bizarre. Les gens, c'est des experts dans le fait de prévoir ce qui va marcher ou non. Bah, lui, il dit que non, et qu'on a du mal avec ça. On a du mal à admettre que... Ça. Ouais. Et le mec qui travaille dans sa maison d'édition, il a du mal à accepter qu'on lui dise ça. Ouais. Et moi, ça me fait toujours rigoler de regarder sur Allociné les critiques presse des meilleurs films du monde. Et le gars qui a dit, ouais, c'est nul à chier, à l'époque, du coup. Je fais, mais en fait, tu vois ce que je veux dire, le gars, c'est son taf, quoi. C'est trop bizarre. Donc ça, c'est un autre rejet dans la modernité de l'antifragilité. Et j'en ai un dernier. C'est, tu sais, quand les gens ils te présentent des slides en te disant voilà comment le business va évoluer. Donc lui, il dit déjà, il a immédiatement envie de les taper. Et ensuite, il dit il faut toujours demander au gars qui a fait ces slides-là d'inclure dans son PowerPoint ses prédictions passées et comment ça s'est corrélé avec ce qui s'est vraiment passé et de constater que ça corrèle pas du tout. Bon, dans le livre, il cite un exemple haut en couleur où il serait monté sur l'estrade pour dire... Lui, pour dire, vas-y, montre-moi tes trucs du pour passé. clasher un gars, mais je me suis dit, je vais pas raconter l'anecdote. Voilà. En gros, la conclusion de ce livre-là, c'est qu'on sait pas prédire les systèmes complexes, mais ça, on en parlait aussi tout à l'heure. Enfin, je sais pas si vous voulez réagir là-dessus. On disait on peut pas prévoir les Black Swans. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant sur cette histoire de prédiction business. Ouais. Moi, j'en parle parce que tu vois, j'ai eu souvent cette expérience-là dans mon activité professionnelle. En gros, c'est classique, genre tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, tu fixes les objectifs pour la période d'après, tu vois. Ouais. On s'est tous tapé ces réunions-là. On est là, oui, on doit faire plus 20%, plus 50%, whatever, tu vois. Et c'est vrai que j'ai très rarement vu un truc où tu reviens sur les périodes précédentes, pas simplement la période précédente, mais toutes les périodes précédentes, et tu détermines quelle a été ta marge d'erreur sur chacune des périodes précédentes, parce que tu te dis, et en fait, j'en parle parce que c'est justement un truc que j'avais suggéré, et j'ai suggéré ça à pas mal de boîtes, tu vois, de mes clients, enfin bref, on s'en fout de ma life, mais en gros,
Ce que je raconte, c'est que tu vois, genre, non, par mais exemple, si ça m'intéresse comment ils ont réagi, justement. Ouais, voilà. En fait, ça m'est arrivé dans certaines de mes missions de dire, OK, quelles sont les métriques qu'on doit suivre, tu vois. Et dans ce jeu de métriques-là, il y avait différents types de métriques. Et j'avais mis une métrique, et du coup, en tout, ça faisait une vingtaine de métriques à suivre. Et j'avais mis une catégorie, c'était la robustesse des prévisions, accuracy, la précision tu vois, des prévisions. Et dans lequel j'avais mis, par exemple, la marge d'erreur de tes prévisions par rapport à ce qui s'est réellement arrivé. Tu vois. Et en fait, toujours, genre, les gens s'intéressaient aux 17 autres métriques que j'avais suggérées. Et ce truc-là, ils étaient là, ouais, d'accord. Tu vois. Et tu vois, en fait, c'est un peu perçu comme du superficiel, tu vois, du superflu. Ouais. Alors que typiquement, genre, de faire des prévisions quand tu es une entreprise, c'est un exercice que tu dois faire de manière très récurrente, de manière, encore une fois, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Et du coup, si c'est un process que tu vas faire de manière récurrente, tu dois investir du temps pour pouvoir t'améliorer dans cette activité-là. Tu vois. Et en fait, il n'y a pas, en tout cas au stade des startups et des scale-up, c'est pas beaucoup fait. Tu vois. Ouais, c'est intéressant en tout cas. Ouais. C'est intéressant. Mais en fait, tu vois, genre, je sais pas si vous, dans vos boulots, vous aussi, vous êtes tapé de genre, oui, c'est la réunion de l'objectif du semestre prochain, tu vois. Et, mais tu sais, même parfois, tu participes à la création de l'objectif, tu vois. Ouais. Et genre, est-ce qu'il y avait des présentations, des marges d'erreur dans les prédictions des périodes précédentes, tu vois? Non, alors déjà, il n'y avait pas de marge d'erreur. Donc ça, c'est sûr que c'est bizarre. Déjà. Et donc ça, on va dire que c'est acquis. Mais c'est vrai que j'étais en train de réfléchir. Bon, là, peut-être que le gars qui voulait taper, il essayait de prédire le marché, donc c'était bizarre. Mais tu vois, moi, ça arrive des fois dans le taf où, je sais pas, t'as une nouvelle réglementation qui va passer. Et donc, tu sais qu'en gros, le marché qui est sous cette réglementation, en gros, il va faire un boom. Et donc, bon, bah, ça, juste, tu le sais, quoi. Donc, j'étais en train de réfléchir à, tu vois, comment ça s'articule. Mais ouais. Ouais, mais tu vois, je sais pas comment ça s'applique sur les trucs que tu dis, genre les objectifs que les boîtes se fixent, je sais pas quoi, de croissance, de vente et machin. Moi, à un moment de ma vie, mon boulot, c'était de faire ce que le gars qui s'est fait chier dessus faisait. Ah oui, c'est vrai. De faire des prédictions de marché et de comment, sur une technologie donnée, enfin voilà, comment allait évoluer le chiffre d'affaires annuel, voilà. Et tu revenais dessus des fois ou pas en disant. Ça, c'est hyper intéressant parce que mes collègues avaient sur certains, sur certaines courbes, enfin sur certaines prédictions, on a eu assez de recul. Tu vois, moi, je suis restée 4-5 ans pour se dire mais attends, vas-y, qu'est-ce qu'on avait mis et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et ça matchait ou pas? Et du coup, en général, non. C'est hyper intéressant. Mais en fait. C'est hyper intéressant. En fait, le truc, c'est que dans la démarche, et du coup, je ne sais pas si ça s'applique sur ce que tu dis, Georges, mais dans la démarche, quand on fait ces prédictions de marché, enfin moi, en tout cas, tel que je le voyais, à aucun moment, on se disait que les chiffres précis qu'on donnait allaient avoir lieu, en fait. On sait bien que... C'est un peu chelou de dire et ça. donc, du coup, en fait, ce qu'on décrit, c'est plutôt une tendance d'évolution du marché. Donc tu vois, là je sais pas, quand tu te dis on se fixe un objectif à plus 20%, plus 50%, est-ce que c'est pour dire on se fait une tendance, en gros on veut mettre le gros paquet machin, ou est-ce qu'on veut être un peu plus bas? Donc, moi c'est comme ça que je remets mes sourcils qui sont partis un peu loin. Non, mais c'est comme ça que moi en tout cas je le vivais, parce que évidemment, du coup, ayant été derrière la construction de ces chiffres là, ayant fait ayant un background scientifique, enfin, tu vois, il y a un truc où je pouvais pas accepter qu'on mette bizarre. Tel chiffre. Non, on mettait une sorte d'ordre de grandeur. C'est trop bizarre. De croissance. Ouais. Bah non, mais c'est le jeu. C'est pour dire, bah là, si vous avez, si vous avez envie de savoir cette techno-là, est-ce qu'elle est plutôt en train de faire ça, ou de stagner sur les 4-5 prochaines années. Ouais, mais dans ces cas-là, tu compares la prévision de ton coefficient directeur, enfin de la pente, quoi. Mais à un moment, faut quand même. Oui, bah c'est ça. Ouais, bon. Bah, en gros, c'est ça. Ouais, d'accord. En gros, des fois, par contre, quand on faisait les comparaisons, on se disait, en fait, on avait estimé, je sais pas, dans un an, que ça allait être à temps.
mais qu'après ça allait monter beaucoup plus doucement que ce que ça a monté ces dernières années. Et en fait, tu pouvais te rendre compte que, ok, en fait, ça n'avait pas fait le pic au début, que ça avait fait, mais par contre que la pente des années d'après était ok, ça correspondait à quelque chose. Bon, de loin, on a quand même l'impression que vous vous contentiez. Après, nous, on n'était pas. Enfin, je pense qu'on n'était pas à un niveau. On prétendait pas être à un niveau de précision, enfin de prédiction de marché autant que des boîtes dont c'est la spécialité. Nous, c'était pas vraiment notre spécialité. Mais, non, bon, c'est quand même hyper rigolo, quoi. Intermède. Donc le livre numéro 3 qui est en gros comment on navigue dans un monde qu'on peut pas prédire, parce que là en gros on a dit on peut pas prédire, mais donc comment on navigue dans un monde qu'on peut pas prédire. En fait, on va faire la barbell stratégie, donc la stratégie des haltères. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est, ça, Georges ? Il me semble que... Non, je me rappelle qu'on s'était marré là-dessus, mais j'avais oublié ce que c'était. En fait, attends, tu me dis dès que tu te souviens, tu prends un haltère et en fait, il y en a un qui est hyper lourd et l'autre qui est très léger. Tu vois, d'un côté, il y en a un qui est lourd et de l'autre et un qui est hyper léger. Ça te dit rien ? Non, si, mais j'ai oublié. Ok. Donc vas-y, on va comparer 2 stratégies et tu vas me dire ce que tu en penses. La stratégie numéro 1, c'est tu mets 90% de ton cash dans un endroit ultra safe. Donc en gros, lui, il appelle ça un repository of value. J'ai cherché, apparemment, c'est de l'or ou de l'immobilier, enfin un truc safe, quoi. Voilà. Et 10% dans un truc ultra risqué. Stratégie numéro 1. Et stratégie numéro 2, c'est mettre 100% dans un truc qui n'est pas très risqué. Voilà. Du coup, là, comme ça, qu'est-ce que tu choisirais ? Ouais. Je choisirais la première. Ouais. Ben voilà. Et ça, c'est la stratégie. Mais pourquoi ? Vas-y, développe. Parce que, en gros, parce que en fait, avoir une petite proportion de ton portefeuille qui est sur des actifs sur lesquels tu as une grande probabilité. En fait, ça s'appelle le potential upside. Je sais pas comment tu le dis en français, que l'externalité positive, le gain, voilà. L'externalité positive, elle est potentiellement énorme sur le truc très, très risqué. Mais c'est en gros, si tu as un Black Swan, c'est un Black Swan positif. Exactement. Et donc, en gros, en fait, sur le truc très risqué, ton externalité négative, tu la connais. Au pire, tu perds tout. Donc, en gros, 10% de ton capital, c'est 1000 euros. Bah, au pire, tu perds 1000 euros. Par contre, dans le meilleur des cas, tu gagnes beaucoup plus que 1000. Tu vois. Ouais. Donc, il est pertinent d'avoir une petite proportion de son portefeuille sur des trucs comme ça. Voilà. En fait, c'est sur des lotos un peu, quoi. Ouais, mais idéalement, à un peu plus forte probabilité que le loto. C'est ça. C'est ça, mais ouais, en gros, parce que si tu es en stratégie 2 et que tu as tout mis dans un truc qui est ultra low risque et je sais pas, tu fais 1% chaque année, enfin tu fais un petit gain, je sais pas, tu gagnes 100 balles chaque année, mais que en gros il y a une chance de tout perdre, en fait c'est un peu con, quoi. C'est un peu con. Enfin bref, je pense que ça paraît évident, j'ai pas besoin de faire d'exemple. Oui, en fait, il faut. En gros, pour le dire autrement, on pourrait dire il faut s'exposer à des signes noirs positifs. Ouais, c'est exactement ça. Il faut se forcer à s'exposer à ça, mais il faut pas que ce soit l'essentiel de notre stratégie, parce que justement, c'est un signe noir qui a faible probabilité d'occurrence, mais il faut avoir un certain nombre de paris comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, le débat, c'est toujours dans quelle proportion, quoi. Est-ce que c'est 10%, 20%, oui. 5%? Non, mais l'idée, c'est d'avoir... Ouais, c'est ça. Après, ça dépend combien tu veux gagner, quoi. Mais en gros, l'idée, c'est l'idée, c'est que la grande majorité, ça soit pas risqué du tout. Parce que la grande majorité, t'as pas du tout envie de la perdre. Et par contre, tu définis... tu sais, toi, des fois, quand tu investissais, tu m'avais dit, en gros, j'ai investi un truc où si je le perds, je suis pas content, mais ça va, tu vois, je survis, quoi. Enfin, en gros, je m'en fous un peu. Enfin, ça va, quoi. Et je n'investis que ce que je suis prêt à perdre. Donc voilà, bon, en gros, c'est ça, quoi. Enfin, mais bon, c'est sur le principe. Voilà. Et lui, la situation qui... En gros, il dit qu'il faut se mettre dans une asymétrie. Et la situation qu'il décrit, c'est... il raconte l'histoire d'un gars qui s'appelait Thalès, qui était grec. Et tu sais, lui, il payait un petit loyer pour pouvoir utiliser, quand il voulait,
des presses à huile. Et en gros, ça s'appelle l'optionnalité. C'est-à-dire que quand ils les utilisent pas et que personne veut de l'huile, bah, ils perdent de l'argent. Parce qu'en gros, ils louent le truc, quoi. Mais ils perdent pas beaucoup d'argent. Alors que quand il y a une crise sur l'huile, bah lui, il a des gains infinis parce qu'en gros, il a le droit d'utiliser ses presses à huile et tout le monde ferme sa gueule. Et du coup, en fait, t'as une espèce d'asymétrie, une optionnalité. Et donc, bah, faut se mettre dans ce genre de situation, quoi. Okay. La symétrie inverse qu'on connaît tous, c'est les gens qui, le matin, quand je prends la voiture, font de la moto comme des débiles et slalom entre les voitures. C'est sûrement très kiffant, mais c'est du high risk, low reward. Et donc, tu découpes ton espérance de vie par 8 quand tu fais ça. Donc, c'est le contraire de Thalès. Voilà. Autre truc drôle, c'est dommage que Clem se soit absenté parce qu'il dit que les femelles Homo sapiens font ça typiquement quand elles se marient avec le comptable ou l'économiste, mais qu'elles le trompent avec la rockstar. Voilà. Il dit c'est la même stratégie. Je sais pas si tu vois pourquoi. Oui, en gros, c'est high risk, low reward, quoi. C'est-à-dire qu'elle a son truc safe. Oui, elle a son truc safe, assuré. C'est le comptable, côté, machin. oui, et à côté, peut-être elle a un enfant avec la rockstar. Et dans ces cas-là, c'est trop bien, quoi. Ouais, c'est quand même un peu foireux comme comparaison, je trouve. Il dit je ne juge pas, je ne fais que décrire. Et de toute façon, il est impossible à cancel parce que c'est Nassim Taleb. C'est ça, non, mais on va pas le cancel, mais genre la comparaison est un peu capillotractée, on va dire quand même. Genre, moi j'aime bien. Bah oui, parce que non, mais imagine, tu sors avec un comptable et t'as un enfant avec Mbappé. Ouais. Voilà. Voilà. Oui, mais juste pas mal. Tu peux avoir un. Enfin, quel rapport? Ce que je veux dire, c'est que tu peux, ou sinon, si tu peux avoir un enfant avec Mbappé, genre, et un enfant avec Mbappé dès le début, quel rapport avec le comptable? Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais qu'est-ce que tu comprends pas? C'est que le comptable, il est facile à trouver. C'est comme, c'est comme investir dans un truc safe. En gros, voilà, en gros, ton comptable, il est facile à trouver. Voilà, et Mbappé, il est rare. Ah oui, ok. Et du coup, ça veut dire qu'à côté, tu t'exposes dans des lieux chelous pour essayer de choper un Mbappé, quoi. Peut-être, je sais pas. Non, mais tu vois, c'est là, genre, concrètement, tu vois, ça fonctionne pas, son truc, tu vois. Non, si tu me demandes concrètement ce qu'il faut faire, j'avoue, je vais pas. Non, mais même conceptuellement, je trouve ça foireux, quoi. Genre, ouais, bah oui, non, mais du coup, oui, tu vas dans les lieux où tu rencontres des rockstars ou je sais pas quoi, j'imagine. Hein. Voilà. Oui, ok. Voilà, je sais pas, genre, je trouve que ça s'appliche pas trop. J'ai l'impression qu'il a juste voulu bifler les meufs. C'est pas son genre en plus, hein. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça dans le livre. Mais voilà, c'est rigolo. Et donc, le livre 4, ça va être une petite réflexion sur la non-pertinence de faire des théories. Alors, celui-là, il est vraiment rigolo. Et il décrit le phénomène qu'il appelle apprendre aux oiseaux à voler. Donc, il prend un exemple un peu caricatural où tu as un groupe d'intellectuels qui va donner un cours à des oiseaux pour leur apprendre comment on vole, pour leur apprendre à voler. Et donc, évidemment, ok, c'est marrant parce que les oiseaux n'ont pas besoin de cours. Et les intellectuels ont d'abord vu les oiseaux voler et ensuite, dans un second temps, ils les ont théorisés. Et il nous dit, c'est marrant parce que ça s'applique à tout un tas de trucs. Donc, alors ça, je savais pas. Il dit les moteurs d'avion, c'est un truc où d'abord on les a fait marcher et ensuite on a théorisé. Donc ça, je veux bien le croire sur parole. Mais il y a un deuxième exemple où je suis plus convaincu. C'est, il dit que, tu sais, en histoire, on aime bien... tu sais, on a les événements sous les yeux, ce qui s'est passé. Ouais. Et on aime bien expliquer après pourquoi, en fait, ça s'est passé. Alors que des fois, juste c'est imprévisible, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais... Oui, je suis d'accord. Tu sais, c'est un biais aussi qu'on avait vu avec Daniel Kahneman, là, système 2. C'est un biais de... Tu sais, où tu rationalises en fait, tu trouves une forme de cohérence dans des événements passés et tu les justifies et en fait, c'est juste parce que tu te refuses à considérer que c'est aléatoire et que c'est tu vois, improbable. Ouais, c'est ça. En fait, ce truc de post-rationalisation, c'est un vrai truc. Mais le problème de ça, c'est comme pour tout, tu sais jamais si ton raisonnement est valide ou c'est un biais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais avec l'histoire, on sent bien que c'est quand même vraiment très foireux, quoi.
de dire oui, c'était évident qu'il allait y avoir la guerre ou machin. Enfin, c'est quand même. On sent que c'est foireux. Mais voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que souvent les gens font avant de savoir la théorie. Et même, alors là, je pense qu'il va un peu loin, mais c'est intéressant. Il dit que l'éducation de la population est souvent quelque chose qui vient après la prospérité économique. Alors qu'on a tendance à croire que c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est l'éducation qui apporte la prospérité. Lui, il dit que c'est le contraire. Alors c'est peut-être un peu provoque, mais ça mérite de se poser un peu et de réfléchir. Je trouve ça cool. Il va citer Steve Jobs aussi, où justement, il a pas fait de théorie, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé aux gens ce qu'ils voulaient. Il est parti du principe que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Et il a dit, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est ce que tu leur donnes. Et donc, il a fait sans faire de sondage, sans faire de machin, enfin, bref. Pour le coup, il y a un exemple qui est ultra parlant. Et je me souviens que je m'étais déjà fait cette réflexion. Et c'est vrai que c'est incroyable quand tu te fais cette réflexion. C'est qu'on se souvient tous de quand on était petit, dans les aéroports, il y avait tout le monde qui portait sa valise. Tu te souviens de ça? Et un jour, il y a un mec qui s'est dit si on mettait des roulettes sur les valises. Et là, ça a révolutionné le truc. Et c'est vrai que c'est fascinant de se dire, mais en fait, comment t'y as pas pensé avant? Et lui, dans le livre, il dit oui, j'imagine tous ces mathématiciens en train d'aller à la conférence de maths avec leurs valises, en train de porter leurs valises, tout en réfléchissant à comment ils vont démontrer l'hypothèse de Riemann. Et juste personne ne pense à mettre des putains de roulettes sur. C'est un peu marrant, vu comme ça. Mais est-ce que vous avez déjà fait cette réflexion? Et c'est quand même incroyable, ça, je trouve. Il y avait des chariots, quand même. Ouais, c'est-à-dire que avant ça, qu'il y a des trucs spéciaux avec des roues où tu devais mettre ta valise. Et avant ça, il y avait des porteurs de valises. Donc là, ça, en fait, pas. Moi, ça, j'ai pas connu. Mais... Ok, c'est peut-être dans les années 50 et pour des gens très riches, mais... Non, mais c'est... Clem, elle a connu. Grave, j'ai connu, moi. Non, mais c'est vrai que ces trucs... Enfin, je trouve que c'est un thème assez récurrent dans ses bouquins. Enfin, tu sais, il a quelques thématiques qu'il reprend souvent dans ses bouquins, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qu'il reprend souvent, c'est les vertus de l'expérience versus l'expertise ou l'intellectualisation, quoi. Oui, exactement. Et c'est un peu son dada, il dit en gros, arrêtez d'intellectualiser, fermez vos gueules et faites les choses, tu vois. Et vous apprendrez beaucoup plus vite. Ouais. Et après, c'est assez basique comme truc, mais c'est vrai que c'est intéressant et c'est un truc, enfin, c'est dur à appliquer au quotidien. Enfin, je sais pas pour les autres, tu vois, mais en tout cas, moi, à titre personnel, genre, j'ai tendance à trop intellectualiser les choses, tu vois. Et mon chemin de moindre résistance, c'est de réfléchir et d'intellectualiser. Mon chemin par défaut. Et c'est pas justement de faire directement les choses, tu vois. Et c'est un truc assez récurrent que plein de gens que plein de gens disent, tu vois, c'est qu'en gros, souvent des gens un peu stylés, ils disent genre juste rien de nouveau, les vertus de l'expérience, et juste fais ton truc et arrête de parler, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que avec le temps, tu te dis c'est pas faux, quoi. Moi, j'avoue, j'écoute pas mal de podcasts de gens qui créent, quoi, genre qui font des films, je sais pas quoi, des séries, des machins. Et en fait, ils disent ça tous, quoi. Ils disent, en fait, j'ai juste fait des trucs. Oui, d'accord. Tu vois, même si c'était un peu de la merde, même si j'ai pas intellectualisé quel genre de caméra il me faudrait, ou est-ce qu'il faudrait que je sais pas quoi, l'angle comme ça et tout. Et en fait, c'est assez fou parce que tu sais, c'est des gens à chaque fois différents, des milieux différents, la musique et tout. Et ils témoignent vraiment de ça, quoi, la plupart des gens que juste. Et ils disent que souvent, quand des petits jeunes viennent les voir en disant comment faire pour, je sais pas, doper ma carrière, ou pour démarrer et tout, et juste fait des trucs en fait, genre prendre son téléphone portable et filme, et je crois que c'était un truc d'Orelsan aussi qui dit juste prends un truc et filme, quoi, si t'as envie de devenir réalisateur, quoi. Et tu vois, je pense qu'il y a aussi des aspects culturels là-dessus. Je pense qu'en France, on est très sur l'intellect, le calcul, la stigmatisation de l'échec. Bon, c'est en train de changer, mais genre en fait, on est plus sur de la réduction des risques, tu vois, et culturellement, et du coup, je pense que la conséquence de ça, c'est que peut-être qu'on, dans la balance genre entre faire et intellectualiser, on est un peu, on penche plus vers le intellectualiser, tu vois.
Et c'est un truc contre lequel moi j'essaye un peu de lutter, tu vois. Ouais, et dans le bouquin, typiquement, il dit tu sais, quand tu soulèves des trucs lourds à la salle de sport, en gros, tu vois bien que tu es en meilleure santé, que tes muscles ils grossissent. Et dans le livre, il dit, tu sais, il cite toutes les théories de ça, comment elles ont évolué. C'est-à-dire qu'au début, on disait oui, c'est les micro-fissures dans les muscles. Après, on disait oui, c'est les hormones qui font je sais pas quoi. Et en fait, lui, il est là. Mais en fait, fermez vos gueules. Juste, vous voyez bien que quand je soulève des trucs lourds, voilà. Et pareil avec le sucre et les glucides, il dit mais fermez vos gueules, vous voyez bien que les gens qui arrêtent de manger des glucides, ils sont en bonne santé et ils maigrissent. Donc arrêtez de casser les couilles avec oui, l'insuline, machin, voilà, c'est juste faites. Et je vais en remettre une couche sur la glucose goddess avec les gens qui disent oui, c'est nul, c'est pas scientifique et tout, mais juste achetez-vous un putain de truc et mettez-le et essayez et mesurez vous-même et arrêtez de. Tu vois. Oui, mesurez vous-même et voyez les effets que ça a sur vous. Et tu verras. Genre, on dirait vraiment, je me faisais la réflexion tout à l'heure, tu sais, il y a quelqu'un qui vient de dire ouais, regarde par la fenêtre, il y a un gros pigeon en bas et tu fais non, je te crois pas et tu commences à regarder des papiers scientifiques et tout, mais juste ouvre la fenêtre en fait. Sur la probabilité qu'il y ait un pigeon en bas. Tu sais, c'est pas compliqué, ouvre la fenêtre. Donc je vois un peu ce qu'il veut dire. Et c'est assez intéressant. Ouais. Il y a un autre exemple, mais on en a déjà parlé, c'est les Mésoaméricains, donc les Mayas par exemple. C'est connu qu'ils n'avaient pas la roue, mais que les jouets des enfants avaient des roues. Donc ça, c'est un peu pareil que le truc des valises, c'est quand même incroyable. Putain, c'était sous tes yeux. Ouais, tu te dis, mais voilà. Donc mine de rien, il y a un aspect aléatoire quand même aux découvertes. Il est un peu provoque et dit quand tu payes pour faire de la recherche, souvent tu trouves rien. Alors que c'est plus quand tu payes pas pour faire de la recherche que tu trouves quelque chose. Donc c'est pas. Oui. Non mais en gros, j'imagine il dit, fais gaffe parce qu'il va te défoncer. Ouais, grave. En gros, il dit organise la société de façon à ce que quand quelqu'un, de façon à pouvoir profiter de cet aléatoire. Donc c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est ça. En gros, voilà, organise-toi de façon à ce que quand quelqu'un trouve un truc intelligent et malin, ça prenne. Voilà. Et ça, voilà. oui. Je pense que... voilà. Mais après, pour le coup, j'avais regardé un documentaire, L'empereur de toutes les maladies, sur le cancer. Et c'est vrai que je dois dire quand même que toutes les découvertes, je ne vais pas dire toutes, mais toutes les grosses avancées, il me semble, j'espère de ne pas dire de bêtises, mais dans le documentaire, tu remarques quand même qu'à chaque fois, c'est un espèce de mec chelou quelque part qui a découvert un truc sans faire exprès. Voilà. Oui, non, je sais pas là. Il y a un truc. J'ai commencé à faire. Oui, il y a sûrement un truc. Il a sûrement plus regardé que moi. C'est juste que je sais pas pourquoi tu as dit ça et tout de suite il y a l'espèce de contre-exemple. Je connais pas bien l'histoire, mais il me semble que par exemple pour le nucléaire là et la bombe nucléaire, ils ont mis. Bon, après, c'est pour faire. Très bon exemple. Mais ils ont mis masse de thunes pour réussir à faire un truc. C'est sûr qu'il y a des contre-exemples. Ils ont pris les meilleurs scientifiques, machin, et puis enfin, ils ont obtenu quelque chose. Et voilà. Non, mais c'est sûr qu'il y a... Et ça, il le dit dans le livre, c'est que c'est une sorte d'heuristique, mais c'est sûr qu'il y a des, bien sûr, il y a des contre-exemples. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je me suis repris tout de suite. Je me dis, oui, ok, c'est un contre-exemple, mais en fait. Mais c'est un très bon contre-exemple, oui. C'est que vraiment, ils se sont dit, vas-y, on va être. J'avoue que. Je pense on va juste s'exciter et on va le faire. Mais il n'empêche que du coup, enfin bon, ça c'est un autre sujet, mais il y a eu comment on dit, une espèce de lettre ouverte de scientifiques, je crois, en tout cas c'était mené par un Français qui disait, mais regardez, il y a eu ça pour la bombe nucléaire, l'État a mis plein d'argent et trouvé les meilleurs scientifiques et tout. Vous pourriez pas faire la même chose pour le réchauffement climatique et la crise climatique et tout. Non, mais en disant en fait, ok, mais quand il y a urgence, quand il y a vraiment besoin, ce truc-là peut marcher, quoi. Même si la plupart du temps il y a des trucs aléatoires et tout. Du coup, c'est pas la martingale parce que sur le cancer, Nixon avait mis je sais pas combien de milliards, il avait fait la guerre au cancer et en fait les gens étaient là, c'est bon, c'est bon. Et en fait, pas tant que ça en fait. Ouais, d'accord. Donc il y a pas que l'histoire de la thune que tu mets, mais il y a. C'est intéressant. Ouais. Mais bon, ce que tu dis aussi quand il dit
faut faire en sorte que quand il y a ces petits trucs, ces petites avancées, ces trucs hasard, il faut tout de suite pouvoir réagir et du coup, je sais pas, mettre de l'argent, mettre des gens et tout. Mais ça, c'est aussi des choses que beaucoup de chercheurs défendent aujourd'hui dans le fait que, alors je crois, par exemple en France, des recherches très amont, des recherches très originales et tout, c'est hyper difficile de les faire financer. Et ils disent, mais faites gaffe, quoi, en fait, quand vous financez la recherche. En fait, c'est ces trucs-là qui font qu'on a des grosses avancées, quoi. Et dis pas que des conneries, hein. Toujours sur... Moi, je remets mon petit drapeau. Je remets mon petit drapeau libanais de temps en temps. Mais t'es tout le temps en train de le... Oui, parce qu'il tombe. C'est fait de mumu. Donc, toujours sur le sujet de la faiblesse de la théorie, en fait, il dit c'est quoi la différence entre Fat Tony et Socrate. Donc Socrate, on sait qui c'est, mais Fat Tony, c'est un personnage qu'il a inventé. La même époque à peu près, non ? Non, mais ils discutent ensemble quand même. Et Fat Tony, en gros, il gagne de l'argent en pariant que les mecs qui font des prédictions vont se tromper. Voilà. Mais c'est un personnage, je crois qu'il est là depuis Black Swan. Enfin, en gros, il est récurrent. Et en gros, dans leur dialogue, je sais pas si ça va être très clair ce que je dis, mais en gros, Socrate, il veut connaître la théorie. En gros, il veut savoir ce qui est vrai, il veut savoir ce qui est faux. Il se pose des questions existentielles. Oui, mais pourquoi ? C'est quoi l'amour ? Machin. Voilà. Alors que Fat Tony, il veut faire la différence entre, pas le vrai et le faux, mais entre les suckers et les non-suckers. Entre, en gros, qui est un gros suceur et qui ne l'est pas. Ça, c'est Fat Tony. Et autrement dit, Fat Tony, il veut connaître les risques et les récompenses plutôt que la théorie. Et en fait, c'est vrai que on peut se dire que faire la différence entre vrai et faux, c'est rarement important dans les décisions qu'on prend. C'est-à-dire que la plupart du temps, on raisonne en termes de risques et récompenses. Tu sais, est-ce que je vais prendre l'avion ? Quel est le risque de crash ? Sur une échelle de 1 à 10, combien je suis vénère s'il y a un crash ? Beaucoup. Quel est le risque, quel est le bénéfice d'aller en Italie ? Je sais pas, je vais manger des pizzas, et bref, et on multiplie tout ça et on décide. Donc, c'est vrai que c'est... Enfin, je sais pas si ça vous évoque quelque chose parce que cette discussion entre Fat Tony et Socrate, sinon j'ai un exemple, mais je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, ce truc de se poser trop de questions plutôt que de je sais pas comment dire, connaître les risques et les récompenses. Moi, j'ai besoin d'exemples parce que je comprends pas trop. Je suis pas sûr de vraiment comprendre ce qu'il veut dire, tu vois. Voilà, tout simplement. Ça tombe mal parce que l'exemple, il est de moi. Ouais. Mais peut-être que c'est pas trop de la merde, on va voir. En fait, là où je peux être d'accord, c'est que oui, genre, on peut considérer qu'une part non négligeable de nos comportements est influencée par des jeux de risques et de récompenses, tu vois. D'ailleurs, il y a un champ de la science qui est behavioral science, c'est pas mal basé là-dessus aussi. Ouais. Mais je pense pas du tout que c'est la seule manière d'analyser les comportements humains. Et je sais pas si... il y a plusieurs trucs. C'est que d'une part, je ne suis pas sûr que le risque et la récompense soient les seules variables qui influent nos choix. Je pense, par exemple, que la quête de vérité, ça peut être une variable. Je pense qu'il y a d'autres trucs auxquels j'ai pas nécessairement pensé, mais je suis pas du tout sûr que c'est les deux seules variables. Et d'autre part, je suis pas sûr qu'on soit des bons juges du risque et de la récompense, tu vois, réel. Donc, en gros, peut-être que même si notre comportement il est grandement influencé par un calcul risque-récompense, je suis pas sûr qu'on le fasse bien, le calcul, puisqu'on a vu dans pas mal de bouquins préalables qu'en fait, on est très mauvais pour faire ce genre de calcul, tu vois. Où on a plein de biais, etc. Non, mais là, on parle de Fat Tony qui est par définition, en gros, qui est un non-sucker et qui n'a pas ce biais-là. En gros, dans le bouquin, il parle de pour donner le vocabulaire, c'est parce qu'il a toujours des concepts, des noms de concepts. Il parle de la green lumber fallacy. Et donc, c'est le bois, je sais pas comment le bois vert. Le bois vert, mais le fallacy, c'est la... Oui, bon, bref. Non, attends, si quand même, pour ceux qui parlent pas anglais, fallacy... c'est
Ils sont sérieux? Fallacie français. C'est une misconception, quoi. Ah oui, il n'y a pas de traduction? Mais que ça vient de fallacieux, quoi. Genre, Ouais, d'accord, c'est un raisonnement fallacieux, ouais. Ok, ouais, d'accord, on va dire ça. Et donc, le Green Lumber, en gros, dans le livre, il dit que tu avais un mec qui savait ce que c'était, qui comprenait le truc et qui faisait des prédictions dessus, qui perdait de la thune. Alors que Fat Tony, typiquement, il savait même pas ce que c'était qu'un Green Lumber. Pour lui, c'était un nom commun. Enfin, il voyait même pas ce que ça pouvait être. Et juste, il pariait contre les prédictions du gars. Et donc, c'est ça un peu qui veut dire, c'est que, je sais pas si je le formule bien, mais oui, en gros, qu'il faut être conscient de notre incapacité à prédire les choses, quoi. ouais, et que ouais. du coup, les gens qui sont conscients de ça ont une forme d'avantage versus ceux qui essayent de théoriser et d'anticiper. Ouais. Et du coup, je peux peut-être donner mon exemple, du coup, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est vrai que ça m'avait choqué. C'est que je regardais le Thinkerview avec un récemment avec Marion Maréchal Le Pen. Et l'épisode normal, voilà, très, très bien. Et elle finit l'épisode, tu sais, dans Thinkerview, il demande 3 livres que vous conseillez. Et elle dit, en fait, je lisais un livre sur le conseiller, qui a été écrit par le conseiller climatique d'Obama. Et il explique c'est quoi la part de doute sur le réchauffement climatique. Et donc, c'était très intéressant. Et donc, en gros, il dit qu'il y a X% du réchauffement climatique. On ne sait pas trop si c'est ce qui va se passer, machin. Et c'est vrai que, en fait, ça te met mal à l'aise. Et tu trouves ça con, mais tu sais pas pourquoi. Et en fait, Nassim Taleb, il met une structure théorique là-dessus. C'est qu'il dit, en fait, juste arrête de faire du blabla et de théoriser et d'essayer de savoir, oui, mais qu'est-ce qui se passe si machin. En gros, c'est raisonne en termes de risque, quoi. Raisonne en termes de risque et de récompense. C'est beaucoup plus juste, en fait, et c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je sais pas si mon exemple est bien, mais je pense que ça illustre un peu ce qu'il veut dire. Je vois un peu mieux. Ouais. Non? Je me sens pas convaincu. Non, mais si, mais ça me transcende pas comme concept, quoi. Donc le Book 4 de Nassim Taleb, on n'est pas... Le Book 4. Non, mais si, mais je sais pas, il faudrait qu'ils mettent plus d'exemples, quoi. C'est qu'en gros, je sais pas, moi, ce que je comprends, c'est que oui, essaye de comprendre plus les risques et récompenses potentiels, plus que réellement d'essayer de comprendre les mécanismes de comment fonctionnent les choses, quoi. Et qu'en gros, il n'est pas indispensable de comprendre parfaitement la manière dont fonctionnent les choses, ouais. Si tu as une bonne évaluation des risques et des récompenses potentielles, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Y a un livre qui est uniquement consacré aux maths, mais c'est intéressant d'en parler 30 secondes parce qu'en fait, il te illustre les concepts de fragile et antifragile mathématiquement. Donc, mathématiquement, comment on illustre fragile et antifragile. En fait, il dit que le fragile, il faut imaginer un smiley triste. D'accord, c'est ce qu'on avait appelé une fonction concave. Et donc, ce que ça te dit, c'est que, en gros, plus ton choc il est grand quand tu es fragile, plus les dommages seront grands. En gros, c'est non linéaire. Donc, il faut imaginer un smiley qui est triste. D'accord ? Donc, en gros, ça veut dire que si tu te prends 10 000 cailloux de 1 gramme sur la tête répartis sur une semaine, c'est beaucoup moins grave que si tu te prends un caillou de 10 kilos sur la tête d'un coup, quoi. Enfin, en gros, c'est voilà, les dommages selon l'intensité du choc sont non linéaires. Donc ça, c'est un objet qui est fragile. Ça vous va, j'imagine. Ouais. Et du coup, l'antifragile, ça va être le contraire, ça va être le smiley qui fait un sourire. Donc c'est en gros, plus ton choc est grand, plus tu vas en bénéficier, quoi. Hein, d'accord. Donc, en gros, si tu regardes la fonction de fragile et antifragile, c'est juste il y a un signe moins, en fait, entre les deux. Voilà. Donc c'était
C'était pour faire un peu de maths, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir la courbe qui monte comme ça pour antifragile et la même courbe mais qui descend pour fragile. Ça permet d'avoir un petit Ah oui, mais concept, du coup, j'avais du mal parce que du coup, si j'imagine une bouche de smiley genre triste là, en fait, j'ai un peu du mal à comprendre parce que c'est. Faut commencer au milieu de la bouche. Ah oui, c'est ça, mais il faut le dire parce que sinon je comprenais pas moi. Oui. Faut commencer au milieu de la bouche. Ok. Sinon, ça n'a pas de sens. Bah oui, sinon ça. Non, mais t'as raison. Mais... T'as raison. Donc, livre 6, voilà. Il a dit qu'on pouvait pas prédire, mais il va prédire quand même. Putain, merci Nassim, quoi. Du coup, j'ai inventé le mot, il va méta-prédire. En gros, voilà, on peut pas prédire, mais on va prédire quand même. Mais pourquoi ? Parce qu'on en a besoin quand même pour trouver des solutions. Non, mais en gros, il va te dire ce que tu peux prédire. Okay. Voilà, parce qu'il a dit on peut pas prédire. Là, il va te dire ce que tu peux prédire. Donc, quand on lui demande de prédire le futur, voilà, il a tendance à dire que c'est pas possible. Mais quand tu lui demandes allez, s'il te plaît, Nassim, prédis le futur, il dit OK. Et sa technique, c'est enlève du futur tout ce qui est fragile. Et donc, il restera, par exemple, tous les trucs du type... alors, lui, il dit les restaurants, les couverts, le vin qui a été inventé il y a 6000 ans, versé dans des verres qui ont été inventés il y a 3000 ans, le fromage, la chaise. Donc, c'est ça, sa les prédiction. Valises à roulettes ou pas on va voir, on va réfléchir, parce que là, il va théoriser. Donc, ce qui nous amène... autre chose intéressante. Donc, en fait, il dit qu'il fait comme les anciens prophètes. Et il dit les anciens prophètes, leur rôle, c'était de raisonner par soustraction. Et raisonner par soustraction, c'est-à-dire dire aux gens ce qu'ils ne devraient pas faire. Pas ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils ne devraient pas faire. En gros, le prophète, il va te dire sois robuste au Black Swan, mais il va pas te dire quel Black Swan va arriver, puisqu'il sait pas dire. On raisonne par soustraction. D'accord ? C'est vrai, ça. Et donc, ce qui nous amène, vous l'avez pressenti, au Lindy Effect, qu'on avait vu dans le livre Black Swan. Et donc, Lindy, c'est le nom d'un restaurant qui est là depuis longtemps, pour un restaurant. Et Georges, tu peux nous expliquer le Lindy Effect, tu te souviens ? Ouais, j'avais trouvé ça assez intéressant. En gros, si je me rappelle bien, ce qu'il disait, c'est que la probabilité de survie de quelque chose est corrélée à son ancienneté, en gros. Et du coup, un concept théorique ou un objet physique ou une entreprise ou une organisation, si elle existe depuis longtemps, il est fort probable qu'elle perdure. Alors qu'à l'inverse, un truc qui a été récemment créé, c'est plus risqué parce que t'as pas cet effet d'historique et t'as pas ce biais de survie, quoi. Ouais. L'exemple qu'il donne, c'est si tu prends quelque chose de périssable comme l'être humain et on te dit, lui, il a 70 ans, en gros, tu sais qu'il lui reste 10-15 ans à vivre. Alors que si tu l'appliques à une chose non périssable, donc un livre, et on te dit le livre, ça fait 200 ans qu'on l'imprime, en gros, tu peux prédire qu'il y a une forte probabilité pour qu'il soit encore imprimé dans les 200 prochaines années, quoi. Okay. En gros. J'ai l'impression que ça se démontre mathématiquement, si je dis pas de conneries. Mais voilà, en gros, voilà, si tu peux prendre le temps depuis lequel ce truc a été créé et dire, en gros, la probabilité que ça continue pendant ce même temps-là, c'est ce qui est le plus probable d'arriver, quoi. Le fait que ça continue. Exactement. Pendant ce et je pense que, peut-être qu'il faut noter qu'il n'y a pas de jugement de valeur affecté à ça, tu vois. C'est-à-dire, parce que tu pourrais un peu abusivement dire, ok, le mec est conservateur et traditionnaliste, il considère que tout ce qui existe depuis longtemps et tout ce qui est du ressort de la tradition est bien, mais en fait, c'est pas ce qu'il dit. Il dit tout ce qui existe depuis très longtemps a de fortes probabilités de perdurer. Ouais, et ça rejoint aussi ce qu'on disait sur, on n'avait pas très bien compris tout à l'heure sur le green lumber. Tu vois, Fat Tony, il a juste besoin de savoir que si le green lumber, il a été là depuis longtemps ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il n'a pas besoin de savoir ce que c'est, en fait. Et donc, ça rejoint un peu le truc, on comprend mieux. C'est, en fait, on s'en fout de ce que c'est. Si tu me dis juste si c'est là depuis longtemps, ça me va, par exemple. Tu vois. Oui, en fait, peut-être on comprend un peu mieux le truc de Fat Tony. C'est en gros, peut-être de se dire, essaye pas de rentrer dans le domaine de la morale ou du jugement de valeur
ou de la quête de vérité, mais soit plutôt dans un pur calcul, quoi. En fait, c'est peut-être ça que je comprends un peu mieux. Ouais, j'ai envie de te dire ouais, mais ouais, j'ai encore du mal à l'exprimer avec des mots. C'est plus les exemples qui me parlent. Mais tu vois, là, typiquement, avec cet exemple-là, on comprend que pas besoin de connaître ce que c'est. Bon, t'as besoin juste de savoir si c'est là depuis longtemps. Et donc, ça, en fait, c'est un assez gros livre parce qu'il passe son temps à bâcher les médecins. Donc, il y a plein de paragraphes où il bâche les médecins. Alors, je vais en faire quelques-uns. Donc, il dit, en fait, et pourquoi il bâche les médecins, en fait? Parce que il dit qu'il considère que la nature, c'est ultra antifragile et c'est ultra lindy. Parce qu'en gros, l'être humain, il est là depuis hyper longtemps. La nature, c'est même plus que l'être humain. Donc, en gros, quand il y a quelque chose de naturel, typiquement, quand il se casse le nez et que le nez, il gonfle, et que le médecin lui dit de mettre une poche de glace, bah lui, il dit je jette la poche de glace à la poubelle parce que le médecin, il est pas lindy, quoi. Enfin, en gros. Mais le nez qui gonfle, oui, c'est ça. Bah, le nez qui gonfle, et il dit que si tu n'es pas capable de m'expliquer pourquoi. Enfin, en gros, il dit ça a une utilité, en fait, que mon nez il soit gonflé. C'est suite à un choc, ça a une utilité. Donc voilà. J'adore. Donc il est pas content. Non, mais je pense que c'est intéressant ce qu'il dit, mais. Enfin, il occulte complètement tout ce qui est avancée technologique, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est que oui, ce que la nature fait, la manière dont la nature agit et réagit, effectivement, c'est sûr que ça a une forme d'utilité. Mais par contre, c'est inadapté au monde d'aujourd'hui, qui s'est accéléré de manière exponentielle depuis 100 ans, et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on a un mode de vie, on a des objets, on a des comportements. Qui n'existaient pas et donc qui n'ont pas été incorporés dans la manière dont on fonctionne et dans la manière dont la nature fonctionne. Enfin, typiquement, genre, la nature, elle n'a pas considéré que tu as un glaçon à disposition, tu vois. Et du coup. Ouais, mais la nature, elle a considéré que tu pouvais te casser le nez. Enfin, ça, c'est un truc que ça exactement. Pouvait arriver. Donc, la nature a considéré que tu pouvais te casser le nez. Enfin, là, je connais pas du tout les mécanismes anti-inflammatoires, etc. Genre, je dis n'importe quoi. Mais juste en termes de raisonnement par l'absurde, tu vois. Donc, la nature sait que tu peux te casser le nez. Et donc, ton corps réagit de manière pertinente pour empêcher l'inflammation, pour empêcher que ton sang coule et pour réparer ton nez à son rythme, tu vois. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, il se trouve qu'on a des glaçons à disposition. Et du coup, peut-être que c'est 10 fois plus rapide avec les glaçons, mais c'est juste que ça n'a pas été incorporé dans le fonctionnement de ton corps, tu vois. Parce que le darwinisme, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais je pense que il serait vénère. Non, mais parce que du coup, il te dirait que comment dire, c'est toi qui dois prouver que là ça va marcher, parce que en gros justement l'humain n'a jamais vu de glaçon quand il a été blessé. Ah donc, oui, quelle est c'est quoi la probabilité en gros que ça fasse quelque chose? Elle est plutôt basse, quoi. Non, mais ça pour le coup je suis d'accord avec lui. Effectivement, peut-être qu'il faut reformuler ce qu'il dit. Peut-être que ce qu'il dit, si on fait un homme de fer là, ce qu'il dit, c'est que en gros, quand tu vas à l'encontre d'un phénomène naturel, eh bien, la charge de la preuve repose sur toi. Tu vois. Donc, c'est à toi de prouver qu'il est pertinent d'aller à l'encontre ou de pas laisser le phénomène naturel s'opérer tout seul. Ouais. Et c'est là où la science a développé des outils extrêmement robustes, tu vois, même s'il n'aime pas les médecins, notamment le double aveugle et je sais pas quoi, tu vois, où là, on prouve par A plus B que mettre un putain de glaçon, c'est bien pour agir sur tel truc. Dans le livre, il dit quand même oui, j'ai regardé et c'est pas bien. Mais ok, bon voilà, peut-être que le glaçon. Non, mais le glaçon, j'en sais rien. Tu vois, oui. On s'en fout parce que voilà. Mais tu vois, et du coup, effectivement, ça, je trouve ça beaucoup plus intelligent, tu vois, de dire dès lors que tu vas à l'encontre, ou que tu veux accélérer ou que tu veux modifier un phénomène naturel, la charge de la preuve repose sur toi. Ça, oui. Parce que sinon, c'est à quoi je peux lui répondre, Nassim, est-ce que tu mets du dentifrice, est-ce que tu te brosses les dents, tu vois. Pourtant, la nature a prévu. Pourtant, la nature a prévu que t'aies des dents, tu vois. Ouais, non, alors, je mettrai pas main à couper, mais il dit qu'il faut pas faire ça dans le livre. Ouais. Enfin, faut pas se laver les dents. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, il dénonce les dentifrices avec plein de produits chimiques. Et donc, lui, je sais pas, il va prendre un truc au charbon ou machin. Enfin, bref. On a compris le truc, mais il aurait une réponse. Genre, mais bon. Je te confirme. Je pense que quand même le brossage de dents et le maintien des dents jusqu'à plus de 60 ans, c'est quand même une innovation récente
qui n'est pas l'indie, tu vois, qui n'existe pas depuis très longtemps, tu vois. Ouais, je sais pas. Et je sais pas. Je me pose des questions. et donc, ouais, donc il y a cette histoire de quand il se casse le nez. Il y avait l'exemple de, il dit, bah moi je prends pas de médicaments pour le mal de tête parce que le mal de tête c'est le signe qu'il faut trouver la cause du mal de tête. Donc en gros, quand tu prends des médicaments, tu vas pas te sortir les doigts pour aller savoir pourquoi t'as mal à la tête. Je parle d'expérience, c'est plutôt vrai. Et du coup, il reçoit plein de messages de soutien de la part de médecins alternatifs et de naturopathes, mais il précise bien dans son livre qu'il leur chie également dessus. Mais lui, il croit que lui-même, quoi. C'est là où on il n'est fidèle qu'à lui-même. Ouais, ça c'est le meilleur truc. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'il est quand même hyper cohérent, tu vois, comme mec. Et en général, ce qu'il raconte, c'est assez réfléchi et ça se tient. Après, ce qu'on n'aime pas, c'est que parfois c'est un peu trop virulent ou c'est mal formulé. Mais le problème avec ce mec-là, c'est que souvent, quand tu réfléchis, quand tu relis ce qu'il a dit, tu es forcé. Il a un peu raison. Quoi? Il a un peu raison des fois. Ouais, ça, le problème, c'est qu'il a souvent raison et du coup, ça fait chier, tu vois. Ouais, c'est ça. Il a raison et les objections auxquelles tu penses et tout. En fait, tu te rends compte que dans la subtilité, il y répond parce que en fait, c'était pas exactement le mot. Il dit souvent, les docteurs lui disent mais Nassim, Monsieur Taleb, avez-vous la preuve de ce que vous racontez ? Et en gros, lui, il dit, c'est quoi déjà ? Il dit, il ne faut pas confondre absence de preuve et preuve d'absence. Si vous voyez ce que je veux dire. En gros, quand la médecine fait un truc nouveau, il faut qu'elle prouve que ça ne fait pas de mal. C'est pas à toi de prouver que de pas le faire. Je me suis paumé. C'est pas. Non, c'est pas à toi qui part du principe que. Il faut pas le faire. Non, c'est-à-dire que. Merde, putain. C'est pas à toi de prouver que ça fait du mal. C'est à celui qui te demande de l'ingérer de prouver que ça fait pas de mal. Que ça fait du bien. Okay. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc il dit bah voilà, la nature c'est ultra lindy. Il cite l'exemple des graisses trans. Donc les graisses trans, c'était les graisses fabriquées en labo, donc la vieille margarine. Donc c'était hyper à la mode parce qu'on se disait c'est le génie humain, la technique, la chimie. Les graisses saturées des animaux, c'est pas bien, on va manger ça à la place. Alors qu'en fait, spoiler, c'était de la merde. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est interdit. Donc, voilà. T'as l'effet lindy de la nature face à l'effet non lindy d'une création chimique récente des humains. Et donc, voilà, on s'est bien fait avoir. Et Clem, tu m'avais parlé d'un implant contraceptif dans le poignet. Et juste, ça te fait perdre tes gencives, quoi. Enfin, je me suis dit, c'est l'exemple même du non-lindy, quoi. Voilà. Ouais, mais bon, dans la contraception, je sais pas si tu as beaucoup d'exemples lindy, quoi. Non, mais je pense que c'est un truc justement que les femmes sont en train de se rendre compte, c'est que t'as quand même pas mal d'effets délétères de prendre ces trucs-là. Ouais. Donc chapitre très très long. Il parle, j'ai appris un nouveau mot de iatrogénie. C'est l'ensemble des conséquences néfastes que la médecine va apporter. Tu sais, quand on te faisait des saignées, c'est de la iatrogénie, quoi, du coup, c'est pire qu'avant. Et justement, comment on injecte la pensée convexe-concave dans la iatrogénie. En fait, il va dire un truc intéressant qui remet un peu en cause certains trucs qu'on a dit, je pense. Il dit que quand tu es en bonne santé, fuis les médecins. En gros, ils vont te faire du mal parce que tu vas te prendre la iatrogénie. Alors que quand tu es en danger, quand tu es en très mauvaise santé, là, va voir les médecins parce que, ok, tu vas peut-être avoir de la iatrogénie, mais on s'en fout par rapport à ce que tu as, en fait. Voilà. Et donc, encore une fois, voilà, recherche cette asymétrie. C'est-à-dire, quand tout va bien, voilà, ne mets pas ton doigt dans l'engrenage, alors que quand ça va mal, là, tu peux y aller, quoi. Ouais. Je sais pas si ça vous parle, ça, un petit peu. C'est intéressant, quand même. Parce que nous, on était plutôt en train de dire, oui, il faut tout checker, il faut tout mesurer, machin. Bon. Marrant, quand même. Il pense quand même de manière super différente, je trouve. Enfin, tu vois, je sais pas, il sort toujours des trucs auxquels t'as pas pensé. Enfin, bref. Je sais pas, je trouve qu'il a une forme de pensée qui est particulière. Et il te dit, justement, pour illustrer le truc, c'est
parfois tu scannes toute la population pour certaines tumeurs, et tu constates que oui, en effet, les morts de ce cancer-là ont diminué. Mais en fait, les morts totales ont augmenté. Parce que, je sais pas, tu as fait des traitements invasifs, tu as eu des faux positifs qui ont pris cher et machin. Et donc, c'est un peu le truc qui illustrerait son propos, quoi. Vous voyez un peu le truc, c'est... J'ai pas compris, tu parles d'une seule maladie, là ? Ouais, c'est-à-dire, imagine, tu veux éradiquer je sais pas, un certain cancer, du coup, tu scannes tout le monde pour les tumeurs. Tu vas réduire les morts par ce cancer-là, mais par contre, tu vas augmenter le nombre total de morts parce que, je sais pas, tu irradies tout le monde. Oui, ils ne meurent pas du cancer, mais ils meurent d'autres choses parce que tu les as traités préventivement. Tu avais une tumeur qui, en fait, était bénigne, mais tu as fait une chimiothérapie. Voilà. Donc, c'est intéressant. Comme dit Georges, il a des concepts novateurs, quoi. Et du coup, il remet en cause les... Tu sais, on te dit, je sais pas, à partir de tel âge, il faut faire une mammographie tous les temps. Oui. Un truc du cancer du côlon pour les mecs, il faut tester à partir de 50 ans. En fait, volontairement, je donne pas d'exemple parce que j'avais pas envie de checker. J'ai pas envie de me mettre là-dedans. Mais oui, typiquement, il donne des exemples où il dit tel dépistage. En fait, c'est pas bien. Mais j'ai déjà entendu, je sais pas si c'était ça, mais j'ai déjà entendu un peu, ça commence à sortir ces réflexions-là, quoi. Ouais. Typiquement sur les dépistages massifs. Ouais. Que ça fait plus de mal que de bien. On en revient au fait que putain, il fait chier, il a raison. Ouais, c'est chiant, putain. Ouais, enfin là, on sait pas s'il a raison, mais on sait qu'il fait chier. On sait pas, mais on a un petit doute quand même. Il nous met une petite graine. Un petit peu le seum. Ouais, puis on sait que juste tous les anti-vax et tous les bolos, ils vont surkiffer, ils vont dire oui, bravo Nassim. Mais il leur chie à la gueule aussi, c'est pour ça que. Oui, c'est bien. Non, mais il faut qu'ils se prémunissent quand même parce que. Non, mais ouais. Et donc, oui, il faut que je dise, mais il raconte une anecdote où il était à une soirée mondaine et il y a un docteur qui a ramené un tensiomètre. Et donc, il a mesuré la tension de tout le monde, il a mesuré la tension de Nassim Taleb, il a vu qu'elle était un peu haute. Direct, le docteur, il a sorti de sa poche un paquet de médicaments. Direct, Nassim Taleb l'a mis à la poubelle. L'histoire ne dit pas s'il l'a fait devant lui ou pas. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que le lendemain, il s'est remesuré, Nassim Taleb. Et sa tension était très bien. Et donc, il s'est mesuré après pendant plein de jours suivants. Et la tension était très bien. Et des fois, il y avait un petit pic. Et en gros, il dit, en gros, c'est variable comme tout dans la vie. Et le gars, c'était un tocard. Donc, voilà. Il voulait se la péter, quoi. Je sais pas. Ça a pas l'air d'être le genre. Non, mais pas Nassim, le gars. Médecin. Bon, je sais pas. Je sais pas. Il mesure pas il n'a pas compris l'antifragilité. Et d'ailleurs, pour continuer à enchaîner sur ce concept de ne faites rien, c'est intéressant parce qu'il dit un des plus gros joyaux de la médecine. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça a été de dire aux gens de pas faire quelque chose. Je sais pas si vous voyez quoi. De pas faire. C'est quoi? C'est un espèce la plus grosse révolution de la médecine, ça a été de dire aux gens de pas fumer. Et en fait, apparemment, de dire aux gens de pas fumer, ça a plus de bénéfices que les 60 dernières années, toutes les trouvailles des 60 dernières années cumulées en médecine. Ah ouais? Voilà. Plus de bénéfices sur la population sur l'espérance de vie, sur la santé. Ça m'étonnerait pas que ça soit vrai. Hein. Ouais, ça me surprend pas. Ça me surprendrait pas que ça soit vrai. Donc. Enfin, quand même, c'est chaud. Hein. Un petit peu réfléchir. Ouais. Ça vous va sur le bouquin numéro 5 qui était 6 on va quand même essayer de prédire. Yes. D'accord. Bon, là, du coup, vous allez. Ça fait combien de temps, là? Oh, ça va. Ok. Ça fait. Il manque un bout. Oui, il manque un bout. Ça fait 1h26. Mais c'est très bien. Genre, les gens ils en remettent en sang. Les gens, ils font la vaisselle, toujours, ils n'ont pas fini. Là, ça fait 1h26, ils nettoient les petites cuillères. Voilà. Donc, ça, c'est hyper intéressant, les questions liées à l'éthique. C'est quoi l'éthique de la fragilité et de l'antifragilité?
Donc, je vous avais promis au début, on avait la première triade, donc fragile, robuste, antifragile. Et là, vous avez la deuxième triade. Et la deuxième triade, c'est no skin in the game, skin in the game et soul in the game. Et donc, je rappelle que le livre a été écrit avant Skin in the Game, donc, qui a été traduit par Jouer sa peau. Voilà. Et donc, no skin in the game, typiquement, on connaît, c'est si t'es banquier, tu vas prendre plein de risques, tu vas tout optimiser. On a dit que c'était pas bien d'optimiser. Tu vas tout rendre hyper fragile au Black Swan. Tu vas prendre des gros bonus, un gros salaire, et le jour où tu as un Black Swan, donc typiquement la crise de 2008, tu pars avec tout ton argent, et c'est les contribuables qui payent pour toi. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'a pas skin in the game. Voilà. Première catégorie, on comprend bien. Les contribuables qui payent pour lui, c'est les gens qui ont soul in the game. Donc en gros, ils n'ont rien demandé, mais juste ils payent parce que juste ils sont sympas, ils ont pas envie que le truc s'effondre, parce que l'autre c'est un mongol. Donc soul in the game. Alors lui, il cite aussi les lanceurs d'alerte, les rebelles, voilà, soul in the game. Et enfin, skin in the game, on connaît, c'est celui qui possède, une petite boîte, et donc les décisions qu'il prend, l'affectent directement. Donc en gros, voilà, il a un intérêt dans le game, et du coup. Voilà. Est-ce que ça déjà ça vous va, ça, je pense qu'on connaissait un peu. Ouais. Après, moi, je pense que les lanceurs d'alerte, ils ont quand même skin in the game. Mais bref, c'est pas le débat, quoi. Alors si, c'est peut-être le débat. Enfin, du coup, pourquoi il dit qu'ils ont soul in the game? Mais soul, c'est quoi? Ils sont seuls in the game? Non. Soul, non, c'est l'âme. Je dis pas très bien. Soul. En gros, j'ai l'impression c'est skin, c'est skin. Ils payent pour les autres, tu vois, les lanceurs d'alerte. Donc ils payent pour les conneries des autres. Ouais, c'est au-delà de skin. C'est ça, c'est au-delà de skin in the game. Donc, oui, dans ce que tu dis, c'est ils ont pas mis que leur peau, quoi. Ils ont mis aussi toute leur âme. Ils ont mis leur âme. Truc. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, mais c'est bien de préciser, parce que tout le monde n'avait pas compris. Qu'à moitié compris. Donc non, ils ont soul in the game, ouais. Et donc, c'est bien d'avoir précisé. Et donc, on peut continuer un peu sur les gens qui ont pas skin in the game. Donc, imagine 2 scénarios, encore une fois. T'as un scénario numéro 1, c'est le marché ne bouge pas. Tout reste constant. Et scénario numéro 2, le marché augmente de 50%, puis redescend de 50%. Donc, il revient au même niveau. Donc, en gros, les 2 scénarios, ils sont identiques, on va dire. Juste, il y en a un qui oscille plus, quoi, qui a un plus gros écart type. Scénario numéro 1, les banquiers ne prennent pas de bonus. Et scénario numéro 2, les banquiers prennent leur bonus. Voilà. Donc, ça n'a aucun sens, selon lui. Et on pourra en convenir que ça n'a effectivement aucun sens. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, oui, je suis d'accord. Après, ça rejoint un peu les... Mais c'est bien, je trouve, ça rejoint ce qu'il a dit sur les risques et les rewards, tu vois. C'est qu'en fait, là, ce qu'on dit un peu sur les banquiers, machin, c'est que, en gros, tu as un avantage lorsque tu génères une externalité positive. Par contre, tu ne subis pas les conséquences d'une externalité négative. Exactement. Tu vois, et du coup, en fait, tu as que du potentiel de reward et très peu de risques. Tu vois. Voilà. Il dit que ça, c'est pas éthique. Voilà. Exactement. Ouais, non, mais je vois. Non, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que j'avais jamais relié ça à l'éthique. Mais c'est vrai que tu peux dire que ça peut être une définition de l'éthique, tu vois. Quand tu peux tirer bénéfice de l'amélioration d'une situation, mais tu ne vas pas porter les conséquences de la détérioration de la situation. Et effectivement, tu peux dire, c'est une forme d'injustice, de manque d'éthique. Ouais, c'est ça. C'est quand les autres payent pour tes erreurs. Exactement. Tu vois, les banquiers, c'est ça. Parce que, ouais, mais tu vois, oui. Les banquiers, c'est le truc extrême de ça. C'est que non seulement les autres paient pour leurs erreurs, mais c'est uniquement eux qui bénéficient c'est en grande partie eux qui bénéficient de leur succès, tu vois. Donc, en gros, c'est ce qu'on dit, c'est c'est individualiser les gains. Et individualiser les gains et collectiviser les pertes, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est intéressant aussi de mettre des mots dessus. Et il va continuer, il va explorer le thème de l'éthique dans ton métier. Et donc, il parle d'un débat qu'il a eu avec la présidente de Pepsi,
Pepsi Cola. Donc il y avait lui et un collègue à lui. Et en gros, il explique que lui, ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il dit que lui, il est antifragile parce que c'est un auteur, tu peux pas le cancel, et il a ce qu'il appelle de la fuck you money, c'est-à-dire qu'en gros, juste il a de l'argent et il t'emmerde, et il peut dire ce qu'il veut. Donc en gros, lui, il est ultra antifragile, et en face, la présidente de Pepsi Cola, elle est ultra fragile, c'est-à-dire qu'en fait, elle peut pas dire ce qu'elle veut. Elle vient avec une armée qui a un énorme dossier de notes qu'elle doit apprendre par cœur. Son armée doit trouver plein d'infos compromettantes sur Nassim Taleb. Apparemment, ils avaient une photo de lui de quand il était gros. Si elle fait C'est compromettant, ça. Bah, je sais pas. Il dit, c'était avant qu'il découvre la barbell. Et du coup, tu sais, si elle fait une bourde, l'action va chuter de 30 centimes et elle aura pas son bonus. Enfin, voilà. C'est en gros ultra fragile. Mais skin in the game, du coup, si elle touche pas son bonus. Je sais pas si on peut dire que c'est skin in the game. Et donc, je finis, mais on va voir pourquoi c'est intéressant. Mais dans le débat, en gros, elle a joué la carte de on emploie 600 000 personnes. Et ce à quoi, apparemment, les deux compères l'ont bouffé en disant ok, donc en fait, tu te sers du fait que tu emploies 600 000 personnes pour tenir en otage le gouvernement et empoisonner le pays et le monde entier. Bref, je n'ai pas regardé le débat, donc je ne sais pas si c'était à ce point-là. Si à ce point-là, il y a eu un chaos. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que on a tous vu les interviews d'Élise Lucet, où en gros, juste tu te dis, mais en fait, juste elle est là, elle s'en branle, elle a rien à perdre. Et l'autre, il est en face, il sait qu'il est dans le tort souvent. Pourquoi il vient, enfin, il est ultra fragile en gros. Parce que il fait de la merde en gros, et qu'est-ce que tu veux qu'il vienne faire en fait. Dans l'épisode d'avant, on disait le mec qui se faisait interviewer, il disait mais pourquoi vous récupérez pas vos DCP, là, vos dispositifs de concentration de poissons. Et le mec juste il est en PLS et il fait parce qu'on est des tocards. Tu vois, genre, pas le faire. Non mais et ça je trouve ça hyper intéressant de comprendre que en fait ce genre de multinationales en fait elles sont ultra fragiles dans ce genre d'exercice là, et que du coup elles fuient à tout prix le fait de pouvoir avoir des échanges directement avec quelqu'un qui n'a rien à perdre. Donc, mais pourquoi finalement ils le font, tu vois? C'est assez curieux. C'est assez curieux. Justement, en général, quand ils ont des échanges avec quelqu'un, c'est millimétré. C'est-à-dire, mais lui, je le connais. Et puis, s'il fait de la merde, il va se faire virer, machin. Donc, c'est ultra cadré. Et c'est vrai que quand tu te retrouves face à quelqu'un qui est, entre guillemets, fuck you money, du coup, tu es vraiment dans une position très désavantageuse. Et je sais pas pourquoi ils le font. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Ils ont peut-être pas conscience de leur fragilité, justement. Ils croient qu'avec toutes leurs notes et machin, quelque part, ils atteignent au moins un niveau de robustesse. Ouais, pas trop en pratique. Pas trop. Donc ça, je trouvais ça hyper intéressant. Et il raconte aussi, et c'est la dernière petite anecdote, je pense, ouais, c'est ça. Il raconte l'histoire d'un certain Alan Binder, donc, qui est un ancien patron de la Fed. Donc, en gros, c'est un gars du service public, qu'il avait approché lors de la fameuse conférence de Davos. C'est une conférence, genre, je ne sais pas ce que c'est Davos. C'est le truc où il y a tous les maîtres du monde qui se réunissent. Mais ouais, exactement. Ouais, c'est une conférence. Après, je ne saurais pas te dire plus que ça, mais en gros, oui, c'est une sorte de... Tu sais, c'est un événement qui est organisé par je crois, c'est un truc privé en Suisse. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait pour que ça atteigne une telle importance. Et en gros, c'est un événement d'échange entre des gens importants business et des gens importants politiques. Ouais, d'accord. Ok. Mais voilà. D'accord. Bon, bref. Et du coup, en gros, c'est un gars important, Alan Binder, du service public anciennement. Et donc, il approche Nassim Taleb et il lui dit en fait, monsieur Taleb, je vous propose les services de mon entreprise. Et mon entreprise, elle permet de faire un montage fiscal pour découper ta fortune en plein de petits morceaux et du coup, assurer toute ta fortune, parce qu'il me semble qu'il y avait, à l'époque, l'État n'assurait qu'à hauteur de 100 000 euros, c'est la fortune des gens sur leur compte en banque. Je ne rentre pas dans l'État parce que je ne connais pas bien, mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça, que tu sais, les petites sommes d'argent étaient assurées. Vous voyez ce que je veux dire? Pas les grosses. Et donc là, en gros, le mec avait trouvé un montage pour que tu puisses te faire assurer. Ouais, tu découpes en plein. Voilà. Bref. Et donc Nassim lui dit, c'est pas très éthique, j'ai l'impression.
Et le gars répond, un, c'est parfaitement légal, et deux, en plus, on a plein d'anciens régulateurs, donc de gens du public, qui sont venus travailler pour vous, pour nous. Et c'est assez rigolo, parce qu'en fait, implicitement, il explique que ce qui est légal est éthique, de un, et de deux, que les anciens du public ont un avantage lorsqu'ils travaillent dans le privé pour faire ce genre de fumisterie. Donc les gens qui travaillaient dans le public pour servir les citoyens, en gros, ils utilisent ce qu'ils ont appris après pour tondre le dos des citoyens. Donc c'est intéressant. Et Alan Binder, il écrit, ensuite, ça c'est l'acte 2, qui est vraiment très drôle, c'est que ce gars-là, Blinder, il écrit un article s'opposant au fait que le gouvernement augmente la somme qu'il assure, qu'il garantit. Là, il fait ouais, c'est pas bien et tout. Donc dans son propre intérêt, quoi. Voilà. Donc, alors que son business model, c'est basé sur le fait que moins le gouvernement garantit, mieux c'est pour lui. Et donc il dit, en Afrique, les personnes du gouvernement obtiennent des pots de vin en cash, mais aux États-Unis, ils les obtiennent de façon indirecte. Voilà. Donc, c'est marrant. On connaissait un peu, mais il dit, il faudrait passer une loi faisant en sorte que si un jour tu travailles pour le public, tu ne pourras jamais gagner plus que la personne du public la mieux payée dans le pays. On en pense quoi de ça? La personne du public Si tu travailles une fois dans le public, tu peux plus jamais gagner plus que le salaire maximum. Les gens bien payés dans le public. Très haut placé. Je trouve que ça pénalise de ouf les gens qui veulent travailler dans le public, quoi. Ah bah oui. C'est injuste. En gros, tu dis, les gens qui ont une forme d'attrait pour la chose publique ou pour l'intérêt général, je les nique. Par contre, les requins raclures qui veulent s'enrichir, ils peuvent le faire. Qui vont directement... non, mais c'est ça, mais je pense non, mais je suis d'accord avec la problématique sous-jacente, qui est que le... tu sais, on en a discuté dans un bouquin de Julia Cagé, est que les portes coulissantes entre le privé et le public, ça pose problème, il y a des sujets de conflit d'intérêts, etc. Et effectivement, mais pour le coup, je trouve que les solutions suggérées par Julia Cagé étaient beaucoup plus pertinentes. Bon, heureusement, c'est son cœur de métier, tu vois. Mais tu vois, genre, Nassim, parfois, il veut faire des coups d'éclat, tu vois. Genre, faut rester parfois aux maths et aux statistiques, quoi. Non mais je vois ce qu'il veut dire. En gros, il explique quand même. Il dit comme ça. En gros, ceux qui vont aller dans ces postes-là, c'est vraiment des gens qui ont envie d'aider, et c'est pas des gens qui vont avoir d'autres motivations. Ce qui est pas con, ce qui se défend. Et je crois quand même que le salaire maximum du public, il est pas si faible que ça, tu vois. Donc en gros, ça empêcherait juste d'avoir quelqu'un qui, se ferait débaucher pour des millions pour faire ça, quoi. Voilà. Bon, c'est pas forcément si con que ça, je trouve. Oui. Non, mais le truc, c'est que si ça empêche pas, dans ce cas-là, ça marche pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve ça con, en gros. Comment ça, ça marche? Non, mais soit la personne la mieux payée du public, elle est vraiment, elle est assez bien, enfin, elle est bien payée, et du coup, genre, ça va pas nécessairement empêcher le mec de se faire des couilles en or dans le privé. Tu vois ce que je veux dire? Soit la personne la mieux payée dans le public, elle est significativement moins payée, enfin, elle est pas si bien payée que ça, et dans ce cas-là, oui, effectivement, ça va le retenir, enfin, tu vois. Ouais, mais non, mais je pense que quand on te demande de faire un truc pas très éthique, je pense qu'il y a besoin de débourser des sommes colossales pour que tu dises oui. Je pense. Et donc, je pense que tu peux être bien avec, je sais pas, 8 000 € par mois, à faire des choses éthiques. Je pense que tu peux vivre une belle vie, quoi. Enfin, il y a pas mal de gens qui seraient contents de cette situation, quoi. Donc, bon, voilà. Enfin, on va pas faire 3 heures dessus, mais voilà. Oui, c'est ça, c'est anecdotique. En gros, le problème sous-jacent est vrai, sa solution, je suis pas sûr. C'est ça. Mais voilà, bon, l'éthique de la fragilité et de l'antifragilité. En conclusion, j'ai bien aimé la conclusion, c'est
à quoi on reconnaît un bon concept. On peut se poser la question. Et en fait, un bon concept, selon lui, c'est un concept qui n'est pas un résumé. C'est pas quelque chose où tu te dis « Ah, ça résume bien quand même ». Un bon concept, c'est un générateur. Et donc, c'est vrai qu'on l'a vu dans le livre quand même, c'est que le concept de antifragile, ça permet de générer tout un tas de remarques, de conclusions, de réflexions. C'est-à-dire, on prend le truc et on tire dessus, limite à l'infini, quoi. Et on fait « Ah, il y a ça, et puis 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 il y a ça. » Et donc, c'est à ça qu'on reconnaît un bon concept. Je crois qu'il cite aussi la Golden Rule, qui est, que je ne me trompe pas, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Voilà, il dit ça aussi, c'est un bon concept parce que ça génère tout un tas de choses à l'infini. Donc, antifragile, je pense, donc très bon concept. Donc, pari réussi quand même pour Nassim Taleb, qui est quand même chaud. Est-ce que vous êtes content d'avoir fait antifragile? Bah, carrément. Ouais, moi j'aime bien. Enfin, comme il dit, quoi, genre, je trouve ça. Bah, c'est vrai que ça t'inspire des réflexions, quoi. Après, tu te dis, ouais, je vais potentiellement réfléchir. Enfin, il y a 2 trucs que j'aime bien globalement dans les réflexions de ce gars. C'est que, c'est souvent des trucs novateurs ou des angles d'attaque auxquels t'as pas réellement réfléchi ou qui sont perturbants, tu vois, qui sont originaux. Il y a ça. Et d'autre part, c'est que souvent, ça t'inspire des réflexions ultérieures, tu vois. Et que tu peux. Enfin, moi, ça m'est arrivé de repenser, de repenser plusieurs fois à certains concepts de ces bouquins dans ma vie. Et c'est pas le cas d'autres bouquins, quoi. Ouais, c'est vrai. Je peux témoigner que c'est le cas aussi pour moi. Tu vois, genre le Lindy Effect, j'y ai pensé. Le Black Swan, j'y ai pensé. Tu vois, là, je pense que l'antifragile, ça va inspirer des réflexions plus tard, tu vois. Same. Et bah, trop cool. On va faire dodo. Allez. Merci. Allez. Ciao. Bisous en libanais, c'est quoi bisous en libanais? Ciao, bisous. Baosé, c'est bisous. Baosé. Ça dit quoi? Ouais, ça va.